Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici encore de nouveau dans notre rendez-vous bi-hebdomadaire de lundi parlons radiologie. C'est le premier numéro pour l'année qui commence. Je tenais à présenter mes voeux le meilleur à tous, à vous les participants et à tous les présentateurs qui sont là et qui ne se lassent jamais de nous joindre dans ce numéro. Et pour commencer l'année, nous avons choisi de commencer avec ces sujets relativement particuliers, l'imagerie des dents, mais aussi de l'articulation temporomandibulaire. Et il y a des recherches qui ont prouvé que quand vous regardez par rapport aux admissions à l'hôpital, là, on a plus des accidents et des incidents au moment où on fait les handovers. Aux alentours des 17 heures, quand l'équipe du matin veut partir et l'équipe des soirs veut entrer, c'est souvent là que les gens qui partent sont déjà fatigués et ceux qui viennent d'entrer, ils n'ont pas encore pris le contrôle de tout. C'est souvent à ce genre de moments qu'il y a des accidents. Et à l'imagerie, on sait que nous et les dentistes, on partage une partie de l'imagerie dentaire. Et par moment, et dans la pratique quotidienne, peu de radiologues, surtout généralistes, sont à l'aise quand ils trouvent une lésion dentaire. Chez l'enfant, encore, c'est pire parce que par moment, on a ces dents qui ne sont pas encore bien sorties. Par moment, ça te donne des signaux. Vous ne savez pas si c'est ça la cause de la douleur ou autre. Donc, voilà pourquoi pour ce numéro, nous avons tenu à inviter encore une fois de plus le professeur Dr. Jane Kasselman, qui est un de radiologues orels de renommée internationale et qui est éditeur, je crois, associé à Radiology, qui est le plus grand journal de radiologie au monde. Donc, c'est vraiment un privilège de vous avoir encore une fois de plus, Dr. Kasselman. Je peux imaginer combien votre agenda doit être busy et on a booké ces rendez-vous il y a 8 mois environ pour dire à l'audience combien ils doivent mettre à profit ces moments que nous allons partager. Mais également, comme vous savez, la radiologie, c'est une science entre guillemets paraclinique. Pour ce genre de sujet, la discussion ne sera pas complète si on n'a pas de cliniciens avec qui nous partageons le même malade et de qui nous recevons ce malade-là. Voilà pourquoi nous avons invité deux chirurgiens maxillofaciaux qui seront avec nous. Et on a invité c'est Dr. Frank Masumbuko qui travaille à Bukavu. Et nous savons que le plateau technique va être limité et on aura son son de cloche sur comment il se débrouille quand il a affaire à ces pathologies. Et de l'autre côté, nous avons invité un aîné, Dr. Timasiemi. Lui évolue du côté de la France avec un plateau technique relativement beaucoup plus épanoui. Donc, on aura également son de cloche. Et moi, je vais assurer la modération. Je suis Dadi Mata, je suis médecin et radiologue ici au Canada et professeur à l'université de Dalhousie. Donc, je ne vais pas m'éterniser avec les discours. Je vais remettre la parole au prof Kasselman pour commencer la présentation. Il y aura deux parties. La première partie sera l'imagerie des dents. Peut-être qu'on aura fini, on peut prendre une ou deux questions. Et puis, on va enchaîner avec l'imagerie temporomandibulaire, de l'articulation temporomandibulaire. Et si on n'est pas capable de finir tous les sujets durant ce numéro, comme il revient dans 2 semaines, il va enchaîner avec la partie restante de l'imagerie de l'articulation temporomandibulaire pour continuer avec les sinus et les autres. Professeur Kasselman, Happy New Year et the stage is yours. Merci Dali. D'abord mes vœux pour tout le monde pour l'année 2026. Et on m'a demandé de parler de l'anatomie des dents, de la pathologie des dents et de l'articulation temporomandibulaire. Donc, commençons avec l'anatomie, les variantes normales. Les altérations développementales de la taille et de la forme des dents, les altérations développementales de la structure des dents, altérations acquises des dents et des structures de soutien, et les lésions bénignes, traumatismes, infections, inflammations et divers. Donc d'abord, on peut commencer avec les structures anatomiques. Donc il faut savoir toujours en neuro très dense, très radio-opaque, on a l'émail. Sous l'émail, on a la dentine. Puis on a la jonction dentino-émail qui est entre les deux. On peut voir ça très très bien sur des images. Ça c'est une image Cone Beam CT. Et je vais surtout montrer des images Cone Beam CT. Normalement, on utilise des radiographies standards ou de panoramiques, mais quand on veut voir les détails, Cone Beam montre ça en 3D. Il n'y a pas de superposition. On peut voir tous les détails.
peut voir tous les détails. Donc ici, on a le sément. Et vous voyez, c'est une densité un petit peu plus haut que la dentine qui est là. Et puis, on a aussi la jonction sémento-émail entre les deux. Et puis, on a la zone de furcation qui est plus profond. Puis on a la chambre pulpaire, on a la corne pulpaire, puis on a aussi le pulpe dans le canal, donc le canal pulpaire, et puis le foramen apical qui est plus bas. Ah, il y a là quelque chose qui me gêne, je vais le mettre à côté là-bas. OK. Ah, non, c'est trop loin. Désolé, excusez-moi de ça. Et puis, on a encore l'espace du ligament parodontal qui est radio luisant, qui est radio clair. Et puis, on a juste à côté l'os alvéolaire adjacent à cet espace de ligament parodontal. Apparaissant radiographiquement comme une fine ligne radiopaque qu'il faut toujours voir tout autour des racines. Et puis, on a la crête de l'os alvéolaire, la lamina dura cristal qui est entre les dents. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand on regarde les dents, on sait que chez les adultes, on a 4 fois 8 dents, 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Et quand on calcule, quand on fait un rapport radiologique, il faut toujours commencer droit haut, maxillaire, ça c'est 1, puis gauche 2, gauche mandibulaire c'est 3, et puis c'est 4. Comme ça, par exemple, l'incisive, qui est le dent 1, la première incisive, on appelle 11, puis on a la canine maxillaire supérieure, c'est 23. Donc la prémolaire, première prémolaire, c'est 34. Et la deuxième molaire inférieure droite, ça doit être le 47. C'est comme ça qu'on va calculer et mentionner les dents. Mais c'est clair qu'il y a aussi des dents temporaires. Des dents temporaires d'un jeune mammifère, là, on a 4 fois 5. Et la dentition mixte euh, est est le moment qu'il y a les dents temporaires qui sont remplacées par les dents permanentes. Et là, ça peut être difficile pour beaucoup de gens. D'abord, la calculation est différente. Une fois qu'on a des dents temporaires, les dents temporaires sont calculées. Commençons par 5, 6, 7 et 8 au lieu de 1, 2, 3, 4. Et puis, le nombre des dents. Ah, c'est clair, pour ceux, il n'y a que 51 jusqu'à 55 parce qu'il n'y a que 5 dents temporaires. Mais puis, une fois qu'on a plus de dents, que c'est mixte, comment est-ce qu'on va les reconnaître? Et là, il y a quelque chose qui est très, très important pour les dents temporaires. Le numéro un qui va apparaître, c'est toujours le 6. Hein? C'est c'est le premier molaire. Et puis, ce qui est aussi très, très important pour reconnaître, quand on a des racines divergentes, comme ici, ça veut dire que ce sont des dents temporaires et pas définitives. Donc, ça sont les signes qu'on va utiliser. Aussi, il faut toujours parler le langage du dentiste. Normalement, en radiologie, on dit antérieur ou médial, distal. Normalement, pour les dentistes, c'est mésial, distal. En maxillaire, c'est palatin, médial, vestibulaire, latéral, extérieur. Puis, pour mandibule, c'est lingual et vestibulaire. Et c'est coronal, hein, la couronne est apicale. Dans de différences de référence lors de l'exfoliation des dents, on a déjà mentionné, c'est le numéro 1, hein, le numéro 16, 26, 36 et 46. C'est la première molaire qui sort le premier. Puis, après, ce sont les incisives à 6 à 9 ans. Puis, la canine mandibulaire, 9 à 10 ans. Puis, le prémolaire, 10 à 12 ans. La canine maxillaire, 11 à 12 ans. Et puis, la deuxième molaire et la troisième molaire. Et la troisième molaire, on sait que c'est très variable. Ça peut durer vraiment longtemps avant qu'ils sont là. Mais ici, par exemple, quand on a cette convimcité avec le maxillaire, le patient, il a quel âge? Comment est-ce qu'on peut savoir? On voit ici déjà, il y a la première prémolaire qui est sortie. Ça veut dire il a certainement 6 ans. Puis, on va regarder les restes et on voit que les incisives sont là. Regardez, les incisives sont déjà sorties, donc ça veut dire qu'il a probablement 6 à 9 ans. Donc, il peut être 9 ans. Puis, les canines doivent sortir, mais les canines ne sont pas sorties. Donc, il n'a pas 10 à 12 ans. Donc, on sait déjà que l'âge de ce patient doit être
part entre 6 et 9 ans, mais certainement pas plus. Donc, vous voyez à tel point on peut utiliser ça aussi. Donc, une fois qu'on regarde les dents, on a la possibilité d'utiliser des radiographies dentaires, radiographie panoramique ou le cone beam CT. Et le cone beam CT, il est de plus en plus disponible, certainement chez les dentistes, mais aussi on voit ça certainement en Europe, que la plupart des départements radiologiques ont un cone beam. Un cone beam qui est souvent de meilleure qualité et aussi plus cher que les cone beams qui sont installés en routine chez les dentistes. Donc, ça veut dire qu'on a une vraiment haute résolution et on peut voir tous les détails. Et en plus, on peut faire plus que seulement les mâchoires. On peut faire les sinus, on peut faire les rochers, on peut faire les poignets, les coudes, les chevilles, etc. Puis, variante normale. Quand on regarde les variantes normales, là, on a des altérations développementales de la taille et de la forme des dents. Là, on a hypodontie, hyperdontie, macrodontie, gémellation et fusion, microdontie, concrescence, cuspide, dens evanginatus, perle d'émail, taurodontisme, dilacération, dents retenues et fusion des racines molaires autour du nerf alvéolaire inférieur. Beaucoup de mots que pour les gens qui sont en dentaire, c'est évident. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a quelques termes qui ne sont pas vraiment clairs. Commençons avec hypodontie. C'est une absence de développement d'une ou plusieurs dents. Et par exemple, ici, vous voyez que c'est une dentition mixte et vous voyez que du côté droit, il y a un dent qui manque. Donc, on a les incisives, on a la canine, et puis normalement, on a les deux prémolaires, et le premier qui sort, c'est le 16 et le 26 qui est là. Et là, regardez, là, vous avez les dents euh, primaires qui sont là et puis les permanentes qui sont déjà prêtes à sortir. De l'autre côté, on ne les a pas. Vous voyez, il n'y a pas de formation de deuxième prémolaire. Donc là, ça veut dire qu'il y a un qui manque. Ici, par exemple, on a euh, oligodontie. Anodontie, ça veut dire qu'il n'y a pas de dents qui se développent. Oligodontie, plus de 100 qui sont absents, plus de 6 qui sont absents. Et si vous voyez qu'il y a plusieurs dents qui sont absents, ce sont des dents permanents, pas temporaires. Celui-là, il est temporaire. Pourquoi? Regardez la divergence des racines. Et ça, c'est un 5, 6, 7, 8. C'est le 85 ici qui reste là, qui n'est pas sorti parce qu'il n'y a pas un dent permanent qui se développe au-dessous. Ça veut dire que là, il y a une oligodontie. Pas seulement ici, il y a un autre, un autre, un autre. Il y avait d'autres dans la mâchoire supérieure. Donc, c'est oligodontie. Hypodontie, absence de follicules des dents permanents, 14 et 15 ici. Donc, vous voyez là, il y a les follicules du 14 et 15 sont absents. Le 24, 25, ils sont là. Ça veut dire que, il y a les dents temporaires qui sont là, mais les permanentes ne se développent pas. Donc, hypodontie. Hyperdontie, ça veut dire qu'il y a des dents, il y a une dent ou des dents surnuméraires. Ça peut être un mésiodense, c'est une dent surnuméraire dans la région incisive maxillaire, toujours près de la ligne médiane. Ici, vous voyez, c'est palatal par rapport au incisive 1 du côté gauche. Et vous voyez qu'il est inversé. Normalement, l'émail est en bas. Ici, vous voyez l'émail en haut. C'est tout à fait classique de voir ça. Quand on a des clichés de routine ou des panoramiques, on ne va pas le voir parce que normalement, il va être caché derrière l'incisive. Mais en cone beam, on a des coupes d'une certaine épaisseur. Donc, on peut choisir où faire la panoramique. Et certainement, en 3D, on voit très, très, très vite ce qui se passe. Mais ça peut rester caché sur tous autres clichés. Puis il y a d'autres hyperdonties, il y a le distodense, c'est un distomolaire, une quatrième molaire, les paramolaires, une dent surnuméraire, vestibulaire ou linguale par rapport à une molaire, et puis un péridense, ce sont des dents surnuméraires, éruptées, vestibulaires ou linguales à l'arcade, ça veut dire donc plus antérieur que les molaires, parce qu'autrement, ils seraient nommés paramolaires.
Donc, ici, vous voyez un exemple des molaires inclus des deux côtés, le 18 et le 28. Mais regardez là, il y a un petit dent qui est là. C'est donc une distomolaire, c'est une distodens, une quatrième molaire. Et vous le voyez ici aussi. Donc, voilà, le molaire inclus 18 et juste à côté, quatrième molaire surnuméraire qu'on voit très bien. Puis, des paramolaires bilatérales. Ici, vous voyez qu'il y a les molaires, ça c'est le 6, 7, 8, et il y a un supplémentaire qui se trouve lingual ici, palatal, parce que c'est maxillaire, qui se trouve palatal par rapport au molaire même qu'on voit ici plus superficiel dans le mâchoire supérieur, donc les paramolaires. Et très souvent, on peut avoir d'autres structures qui sont euh, un petit peu bizarre. Par exemple, ici, on a un péridens, ça veut dire qu'on a un dent supplémentaire qui est euh, euh, buccal ou palatal des incisives. Et vous voyez ici, c'est par rapport aux premières incisives. Et vous voyez ici, on va couper d'abord à ce niveau, et vous voyez deux incisives. Puis, on coupe un petit peu plus haut, on a deux autres incisives. Et puis, on coupe encore un peu plus haut. Et puis là, on a les incisives qui sont le plus buccales. Donc, vous voyez, il y a trois paires de premières incisives, donc des para-incisives, des péridens qui sont là. Et vous voyez aussi que l'émail de ces deux au milieu est complètement anormal. Ce sont des cuspides qu'on voit et des dens invaginatus. On revient là-dessus. Quand on a microdontie, la présence d'une ou plusieurs dents anormales petites, on peut avoir, et par exemple, on peut avoir ça ici, microdonte, des dents anormalement petites. Vous voyez là, il y a les molaires, et là, il y a des dents qui sont beaucoup plus petites que les deux adjacents. Ce sont des microdents, des dents plus petites. Et un qui est très particulier, c'est l'incisive latérale conoïde, le PEG latéral, qui est une incisive latérale maxillaire à couronne courte et effilée. Et vous le voyez ici, vous voyez les incisives, et là, vous voyez les canines, et regardez les petits dents qui sont là, et vous voyez ici en cône bim, ici, ils sont trop petits, ils sont là, ce sont les deuxièmes incisives, c'est typique. Ça s'appelle incisive latérale conoïde. Donc ça aussi, on peut reconnaître, c'est normal. Puis on a la concréchence, c'est une union de deux dents complètement formée par le sément, sans confluence de la dentine. Donc la dentine ne fait pas part de cette fusion, c'est seulement le sément. Et vous voyez ici, c'est vraiment la partie extérieure de ces deux dents qui est en union, et on voit ça des deux côtés. Encore mieux ici, vous voyez, c'est un molaire, deuxième molaire, troisième molaire, et là, il y a les racines euh, buccales des deux côtés qui sont fusionnées. Il y a une union du sément de ces deux dents. Ça, on appelle concrescence. Puis on a cuspide et talon. Un cuspide de surnuméraire bien formé ici sur la face linguale d'un dent antérieur, donc incisif, s'étendant sur au moins de la moitié de la distance entre les jonctions sémanto-émail et le bord incisif. Donc, vous voyez ici, donc ici on a la jonction, ce manteau dentine et ce manteau. Et puis ici on a une euh, cuspide en talon moitié entre la jonction et la surface de l'émail. Et c'est clair que ça fait jonction avec l'incisive inférieure, et c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. C'est une variation, c'est une cuspide en talon, mais on peut avoir plus de caries quand on a un dent pareil. Donc, cuspide en talon. Puis, on a le dens invaginatus, dens indente, on appelle ça. C'est une invagination tapissée d'émail dans la couronne ou la racine. Et si vous voyez que les dents normales, vous voyez l'émail, c'est clair, c'est normal. Et là, vous voyez que ça va en dedans. C'est donc une malformation de l'émail et on appelle ça dens invaginatus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître aussi. Puis, on a les perles d'émail. C'est une présence d'un globule ectopique d'émail arrondi de 1 à 3 mm sur la surface radiculaire. Et
Dans le passé, sur les clichés de routine, les radiographies de routine et sur les panoramiques, on le voyait presque jamais. Mais maintenant qu'on a le 3D, on voit tout autour des racines, on les voit beaucoup plus souvent. Ici, vous voyez les petites densités qui sont iso-denses par rapport aux émails. Vous voyez ces petites perles partout, hein, ils sont là. Et aussi en axial, on peut les voir près des racines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, perles d'émail. Puis on a le taurodontisme. Pas évident à voir sur les images de routine, mais de nouveau en Cone Beam City, plus facile à voir. C'est un allongement de la chambre pulpaire dans un dent pluriradiculaire avec déplacement apical du plancher pulpaire. Donc, pluriradiculaire, ça veut dire prémolaire ou molaire. Et ici, vous voyez la chambre pulpaire normale, et vous voyez là que le plancher, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus vers le sinus ici, et la chambre est beaucoup plus grande. Ça, c'est ce qu'on appelle taurodontisme. Ici, on voit un hypodontie, un dent qui manque. C'est un jeune, donc c'est un dent qui n'est pas formé ici. C'est le deuxième incisive qui manque. Puis on a la dilacération, c'est une courbure ou une angulation anormale dans la racine dentaire, ou plus rarement de la couronne. Et vous voyez ici qu'il y a un dent inclus et c'est probablement la cause qu'ici, il y a une courbure. Un autre exemple, voilà, un molaire qui ne sort pas vraiment au niveau des autres dents parce qu'il est coincé là. Il ne peut pas sortir dû aux courbures. Et là, un autre, courbure d'une canine et en plus qui a déjà endommagé les racines du prémolaire adjacent. Donc, vous voyez que c'est important de reconnaître ça. Par exemple, si vous voulez tirer ce dent, ça ne va pas être évident pour un dentiste. Probablement, c'est mieux de l'envoyer chez un stomatologue parce qu'avec des racines comme ça, on va les casser, on va rester une partie des dents qui va rester là. Donc, ce n'est pas toujours évident de tirer ces dents qui ont une dilacération. Puis, donc, on a parlé des dents retenues. Des dents retenues, on a déjà vu quelques-uns. Ils peuvent provoquer une érosion des racines des dents adjacentes vitales, et c'est pour ça qu'il faut les éliminer. Et puis, on peut avoir des fusions des racines molaires autour du nerf alvéolaire inférieur. Donc, un enclavement du nerf, et ça, c'est très dangereux parce que ça risque de sectionner le nerf alvéolaire inférieur lors d'une extraction. C'est donc le cas pour les dents 18, 28, 38, 48. Il faut toujours vérifier. Quelques exemples. Ici, on a des canines retenues avec atteinte des dents adjacentes vitales. Regardez, les dents, ça c'est donc le kyste coronaire qui est en train de détruire les racines des incisives du côté gauche. On le voit ici en sagittal aussi. Regardez comme ça va détruire les racines et on va perdre les dents plus importantes qui sont les dents incisives parce qu'il y a des dents retenues. C'est pour ça qu'il faut les enlever. Ça peut être plus discret. Ici, vous voyez une canine retenue qui est en train d'éroder la deuxième incisive, la racine de la deuxième incisive ici. Donc, c'est important de reconnaître ça et on peut voir ça en détail en Cone Beam parce qu'on a 3D. C'est pas toujours dans la mâchoire supérieure, ce ne sont pas toujours les canines, ça peut être des prémolaires comme ici. Ici, on a un dent 45 incluse qui va donc déjà détruire la racine du 46. Vous voyez très bien aussi, regardez là le détail en Cone Beam dans les trois directions et on peut savoir où se trouve ce dent et il faut l'éliminer. Donc, ici, on a donc les dents de sagesse qui sont inclus. Et là aussi, on veut les tirer, mais il faut toujours, certainement, quand ils sont très profonds, il faut toujours vérifier s'ils ne vont pas bloquer, s'ils ne sont pas fusionnés autour du canal pour le nerf alvéolaire inférieur. Et ce qu'on fait toujours, c'est on fait des reconstructions. Quand on a le 3D, on peut reconstruire donc parallèle aux dents et puis dans le plan axial de nouveau parallèle, comme ça, et puis on a le double oblique qui montre vraiment où se trouve le canal par rapport aux racines. Et dans ce cas, c'est un dent molaire qui est vraiment intéressant parce qu'il a quatre racines. Vous voyez, un, deux, trois, quatre racines, qui est une variante de la normale.
Donc là, on a le dent qui n'est pas sorti et on veut l'éliminer. Et vous voyez, là, c'est le canal alvéolaire. Si on regarde un petit peu plus loin, les racines se joignent et ici, voilà, ils sont fusionnés. Donc, quand on va éliminer celui-là, quand on va tirer, on va certainement couper le nerf alvéolaire inférieur. Donc, c'est ça qu'il faut, ce qui n'est plus acceptable parce que c'est terrible pour le patient si ça se passe. Ces gens-là, une fois qu'on est certain que c'est le cas, on les envoie chez le stomatologue qui va disséquer les dents et qui va pièce par pièce éliminer les racines et va laisser le nerf alvéolaire intact dans le processus ou dans le mâchoire inférieur. Donc vous voyez ici, c'est un autre exemple. Vous voyez déjà le canal qui passe entre les racines, mais il faut toujours vérifier en double oblique s'il y a vraiment une fusion des racines au-dessus. Et voilà, de nouveau, c'est le cas au-dessus du canal alvéolaire inférieur. Puis il y a d'autres variantes normales. Il y a des altérations développementales de la structure des dents. On peut avoir une amélogénèse imparfaite, une dentéjogenèse imparfaite. Ça, c'est une malformation autosomique dominante, des dysplasies dentinaires autosomiques dominantes et des autodysplasies régionales non héréditaires. Tout ça peut se passer. Je montre quelques exemples parce que ça, c'est pas si fréquent. Je montre un patient qui a un syndrome de Hurler, c'est un mucopolysaccharidose, et vous voyez que chez ces patients, les dents sont largement espacées, il y a attrition, et les premières molaires permanentes sont en position disto-angulaire. Ça, c'est vraiment très typique, hein. Donc, première molaire, regardez, il est en position angulée et distale. Donc, ça, c'est vraiment typique. En plus, il y a un microdent qui se trouve là. Il y a des délacérations chez ces patients aussi et émail mince. Regardez comme l'émail peut être très, 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 très petit, très mince sur ces dents. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit chez ces patients avec le syndrome de Hurler. Euh, Autre variante qu'on peut avoir, c'est donc attrition. C'est une perte de structure dentaire due au contact dent-dent, occlusion et mastication. Abrasion, usure de la structure dentaire causée par une source externe, le brossage, fil dentaire, cure-dent. Et puis les érosions, perte de structure dentaire due à un processus chimique non bactérien. Par exemple, les gens avec des vomissements induits par la boulimie, succion d'agrumes, blanchissement excessif à domicile, etc. Voilà l'attrition où on voit que voilà, l'émail est devenu très mince et a une occlusion stresseuse qui donne des problèmes à ce niveau. Puis on a les lésions, abrasions dues à brosse de dents ici ou à fil dentaire. Si on fait le fil toujours au même endroit, ça va donner des petites lésions superficielles sur les dents. Et puis, on a les processus chimiques là, c'est pas un seul dent comme ici. Très souvent, c'est tous les dents. C'est parce qu'ils sont détruits des processus multiples, par exemple par des drogues qu'ils utilisent ici, mais aussi par citron. Si on mange des citrons tous les jours, on peut avoir ça. Puis on a la abfraction, c'est une perte de structure dentaire due aux contraintes occlusales, dysplasie de Turner, défaut d'émail des dents permanentes causé par une inflammation odontogène ou un traumatisme, de la dent temporaire prédécesseur, des résorptions internes et externes, c'est la perte irrégulière de structure dentaire sur la surface interne pulpaire ou externe paradontale, des parties de la dent situées sous l'os ou le tissu mou. Et puis, on a hypersémentose, qui est un dépôt excessif de sément sur les racines dentaires. Quelques exemples ici, abfraction, c'est stress occlusal sur un dent. C'est simplement parce qu'il y a une occlusion qui ne marche pas, toujours sur le même endroit de dent, il y a du stress, et puis on va perdre de tissu. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent quand il y a des dents retenues. Le dent, il reste là et attend
par les années qui passent, il va avoir une résorption de la partie extérieure et intérieure du dent jusqu'au moment que c'est un fantôme de dent qui reste là-dedans, hein. Ça, c'est un exemple typique. Et puis, on a l'hypersémantose, c'est le sément qui devient plus épais et qui va oblitérer l'espace de ligament péridontal. Ça veut dire que le dent va être fixé. Donc, aussi pour l'extraction, regardez, ça va être très difficile. Où se trouvent les racines? C'est à peine, ça devient tout très flou et c'est très difficile pour l'extraction. En axial, c'est ça. Vous voyez, on a les dents, mais on n'a plus les espaces de ligaments parodontal. Ils sont plus là, donc ils sont fixés dans leur alvéole. Puis on a les lésions bénignes. Là, on a le traumatisme avec commotion, luxation, les fractures radiculaires, traumatisme iatrogène et ancien traumatisme. Commençons avec la luxation. La luxation, c'est très souvent quand il y a quelqu'un, il reçoit un coup sur les dents incisives. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la partie inférieure va être avec la force forcée d'aller en arrière et comme ça, les racines font le mouvement inverse. Et pour ça, ils vont essayer de sortir de leur alvéole. Et puis, on a toujours ces hypodensités derrière. Ça veut dire c'est une luxation, sous-luxation des incisives ici après un traumatisme sur les incisives. On voit ça très bien aussi en sagittal, vous voyez, il n'y a pas de fracture de racine. Par contre, il y a déjà une fracture sur la plaque alvéolaire antérieure qui se trouve antérieure des racines. Ça est déjà fracturé chez ce patient. Puis, de temps en temps, il y a un dent qui disparaît, qui n'est plus là, et on ne retrouve pas, comme chez cet enfant-là, qui est tombé sur la mâchoire supérieure avec la bouche ouverte, et il y avait un dent qui a disparu, et là, on l'a trouvé ici en cône beam, dans les parties molles autour du nez. Donc, vous voyez, de temps en temps, il faut aller rechercher ces dents. Ça, c'est plus fréquent. Après un traumatisme, on a les fractures des racines eux-mêmes. Et de nouveau, chez ce patient-là, ces fractures ont été ratées sur le panoramique et les radiographies dentaires. Pourquoi? Parce que les fractures sont dans le plan coronal. Donc, quand on a une superposition et la direction des rayons X est antero-postérieure, on ne va pas le voir. Et ici, chez ce patient négatif en radiographie standard, il y avait un, deux, trois fractures qu'on pouvait voir dans le plan coronal. Normalement, quand on a ça, une fracture qui passe dans la racine, l'apex, très souvent, le dent est perdu, c'est difficile à le retenir. Normalement, c'est une perte de dent après quelques temps. Donc, fracture ici du 11 et du 12, qui est visible en Cone Beam City, mais n'était pas visible sur les clichés de routine. Et je vais donner un autre exemple. Ça, c'est un patient qui a une obturation canalaire réalisée plusieurs mois auparavant. Et on prend un cliché des dents, hein, radiographie standard, et vous voyez le canal qui est obturé. Mais maintenant, le patient, il a des douleurs. Et on cherche et on ne trouve rien. Et puis, on fait un cone beam et regardez, là-dedans, dans ce dent, il y a une fracture qui est de haut en bas dans le dent, mais on ne le voit pas parce qu'il est dans le plan coronal. Et c'est là que vraiment le cone beam est supérieur à tout le reste et montre très bien, même avec la densité dans le canal, avec le cone beam, on peut voir les fractures. Quand on fait ça avec un scanner de routine, on ne va pas voir parce qu'il y a trop d'artefacts le plus souvent à partir du matériel dans le canal. Donc, un autre exemple ici c'est un traumatisme iatrogène, un dent perdu pendant une chirurgie, et puis on a dû chercher en cone beam où ça se trouvait, et vous voyez ici un molaire qui est monté derrière l'arche zygomatique du côté gauche. Ancien traumatisme, très souvent on voit les séquelles et ce qui est typique quand on a un traumatisme et après il y a donc la chambre pulpaire qui va disparaître, qui va calcifier. Vous voyez l'asymétrie des deux, le canal il n'est plus là. Très souvent ça c'est post-inflammatoire ou c'est post-traumatique comme c'était le cas ici. Puis, passons aux lésions bénignes, infection et inflammation. On peut avoir, c'est clair, les caries dentaires.
C'est la maladie infectieuse causée par les sécrétions d'acide lactique de Streptococcus mutans qui donne une déminéralisation de la structure dentaire. Puis on peut avoir une ostillite périapicale rarifiante. Et puis, ça donne une perte de densité osseuse autour de l'apex de la dent en réponse à la dévitalisation et à la nécrose pulpaire. Donc, c'est un dent non vital. Ostite périapicale sclérosante, sclérose de l'os autour de l'apex d'un dent nécrosé en réponse à une inflammation chronique. De nouveau, pas un dent normal. Et puis, maladie parodontale, maladie inflammatoire des structures de soutien des dents. C'est donc l'espace ligamentaire parodontal qui va devenir plus large. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cone BIMCT n'est pas l'examen de première intention. Il est utile dans les cas difficiles lorsque une vue d'ensemble des deux mâchoires est nécessaire, mais la radiographie dentaire ou panoramique à plus faible dose est le premier choix quand on cherche des caries et des petites choses. Mais de temps en temps, on a une dentition qui est terrible et là, on veut voir tous les dents, mâchoire supérieure et inférieure, où il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, par exemple une quatrième canal de molaire, et dans ces cas-là, on utilise de plus en plus le Condim City. Profondeur de la carie, relation avec la pulpe, par exemple, nombre de canaux radiculaires et vue d'ensemble. Là, c'est pour ça qu'on utilise le Conbim. Et regardez ici, chez ce patient-là, là, il y a un carie. Ce n'est pas un talon cusp qu'on a déjà vu, mais c'est de nouveau entre les deux incisives là-bas qu'il y a du carie. Ça, c'est classique, mais par exemple, ici, ce n'est pas classique. Ici, la surface du dent est intacte, mais quand même, il y a du carie, mais du carie qui vient d'intérieur. Et ça, c'est très difficile à voir sur des radiographies et sur des panoramiques. Et là, vous voyez que maintenant, le carie commence d'intérieur et se dirige vers la surface. Puis ici, on a un autre carie classique dans un molaire du mâchoire supérieure gauche. Et on peut vraiment dire si c'est étendu, oui ou non. Et de temps en temps, il y a une dentition qui n'est pas très bonne. Et vous voyez ici du carie molaire, péridontal. On revient sur là. Là, la couronne a disparu. Et donc, il y a plusieurs problèmes. Ici, il y a un carie au centre de la couronne. Et je montre simplement pour vous montrer ce qu'on peut avoir. Du carie ici, du carie là-bas. Carie encore un molaire, carie en miroir, là, incisif et antérieur, autre carie ici, et puis des problèmes périodontales en plus qu'on peut avoir, qui se trouvent là, voilà, l'os autour de racine. Donc, ça donne vraiment un autre là et un autre là. Donc, ça donne vraiment une idée de tout ce qui se passe. Autrement, il faut prendre beaucoup d'images, même des panoramiques, et il y a plusieurs de lésions qu'on ne va pas vraiment voir en détail, comme on a ici en cone beam. Donc, le cone beam vraiment aide. Il faut être prudent parce que de temps en temps, les dentistes ils utilisent des obturations radiotransparentes. Et là, ça ressemble carie. Et donc, le diagnostic différentiel, quand on voit ça, c'est pas seulement du carie, mais des cavités de préparation non obturées, des obturations radiotransparentes, burn-out cervical, résorption cervicale idiopathique, anomalie dentaire, usure dentaire et des artefacts de MAC. Donc, il faut être prudent, mais ici, vous voyez très bien un carie, normalement, ne se développe pas comme ça. Il reste d'un côté et il ne va pas simplement être dans une ligne droite. Donc, on voit déjà que c'est pas de carie. Puis, on a aussi, en inflammation, on a aussi ostillite périapicale rarifiante. Ça peut inclure un abcès et des granulomes et des kystes. C'est situé à l'apex d'un dent non vital. Lésions précoces sont l'élargissement de l'espace du ligament parodontal. La laminadure apicale est progressivement perdue et peut survenir sur la surface latérale de la racine si l'inflammation est associée à un canal latéral au lieu de l'apex et peut être cortiquée en cas de kyste radiculaire et la radiographie périapicale est la modalité du choix. Hein. Et si je montre comment ça se présente en Cone City, là, vous voyez, c'est l'apex et vous voyez, c'est résorbé, l'os est perdu autour. Vous voyez là, l'os est perdu autour de l'apex et vous voyez ici. Et donc, on peut voir ça aussi dans le plan axial. Regardez, il y a un apex, l'os est perdu
on a des espaces qui sont donc complètement différents. Ici, un autre, il y a un molaire. Les racines sont obturées et vous voyez là, les deux racines vestibulaires ont une perte d'os tout autour. Donc, euh, c'est aussi important d'avoir du détail parce que très souvent, quand on a ça, ça peut évaluer avec une fistule orentrale. Et là, en imagerie panoramique et même en panoramique du condym cité, on ne peut pas le voir. On sait que là, il y a une kyste, ah oui, une granulome, mais est-ce qu'il y a une fistule? Et vous voyez ici, normalement, on fait les coupes chaque 2 millimètres. Et vous voyez là, le cyste, il est là. Mais on peut recalculer ces images et au lieu de 2 millimètres, chaque 0,3 ou 0,4 millimètres. Et là, vous voyez, c'est le même de coupe. Maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, plus en détail. Et vous voyez qu'il y a un cortex, mais qui est interrompu là-bas, à ce niveau-là. Donc, il y a un fistule qu'on peut voir en détail parce qu'on a 3D, on voit tout ça. Et ça, c'est un exemple de vue entier sur les mâchoires. C'est un patient qui a des problèmes avec les dents, il est vieux, il veut voir si on peut faire quelque chose pour avoir des meilleures dents. Et puis, ils disent, voilà, on va regarder ce qui se passe aujourd'hui. On était vraiment surpris parce que ça commence avec des fractures. Donc, d'abord, des granulomes apicales, voilà, qu'il avait. Il n'avait pas de complainte, mais il avait un granulome. Puis il avait des fractures, probablement bruxisme, hein, occlusion, qu'il a là. Puis il a des petits espaces pulpaires. Regardez, il ne reste plus là. Ça, c'est de nouveau du occlusion, bruxisme. Et puis la maladie parodontale, parce que là, regardez, il n'y a plus de l'os autour. C'est presque une dent flottante. Donc, vous voyez, dans ces patients-là, c'est important pour les cliniciens de savoir ce qui est là pour commencer et pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Ici, de nouveau, c'est un patient avec suspicion clinique de fistule entre le 12 et la cavité nasale, parce qu'il voyait, là, il y a donc entre le 12, là, et la cavité nasale, il y avait une radio clarté. Et vous voyez là que, est-ce que c'est une connexion, oui ou non? On regardait ça en sagittal et vous voyez là, ce qui s'est passé, c'est pas un granulome, c'est pas de l'infection, c'est une apicectomie. Le patient avait une infection et c'est typique normalement, c'est une ligne qui va en bas et antérieure où ils ont coupé et aussi la partie antérieure osseuse du processus alvéolare manque chez ces patients. Ça, c'est typique. Donc, rien là-bas. Mais par contre, ce qu'il n'avait pas vu sur les clichés de routine, qu'il y a une petite cyste sur la 11 et c'est là a une connexion avec la cavité nasale. Donc, vous voyez à tel point, on peut voir ces choses-là en détail, mais il faut de temps en temps regarder en détail et le condym aide là. Un autre exemple, ici, c'est une mâchoire supérieure. Voilà, des canaux oblitérés. Et ici, vous voyez une fuite de la goutte à percha dans l'os autour où ils ont donc euh, été pour oblitérer le canal. Donc, avec la fraise, ils ont été un petit peu plus profonds. Et là, il y a une fuite de la goutte à percha dans l'os. Et ça entraîne une réaction et une résorption de l'os autour de cette racine. Voilà un autre exemple, c'est une kyste radiculaire latérale. Au lieu de l'avoir au l'apex, là, probablement chez ce patient, sur le dent ici, c'est la première molaire, il y a probablement une infection qui passe du canal et latéral et qui donne une kyste qui n'est plus centrée sur l'apex, mais latérale de la racine. Et en plus, de nouveau, ils ont fait une oblitération et l'oblitération, il y a une fuite du gâte percha dans le cyste donc dans le granulome. Kyste radiculaire latéral avec granulome ou abscesse latéral de l'apex. Et puis, très important, on peut avoir une osthéite périapicale rarifiante à côté d'une quatrième canal. Et ce qui se passe dans ces gens-là, donc le dentiste, il va oblitérer les canaux. Il sait que normalement, il y a trois pour les molaires. Il remplit trois et puis après, le patient a encore des symptômes. Ça veut dire qu'il y a peut-être un quatrième canal, ce qui était le cas chez ce patient. Et vous le voyez très bien ici. Le patient, il a quatre canaux. Donc, on recommence ici avec, voilà. Et là, il y a le molaire, il y a
quatre canaux, un, deux, trois, quatre. Et vous voyez le quatrième qui se trouve là. Sur le quatrième, il y a vraiment à l'apex, il y a là une hypodensité. Donc, on le voit ici, il y a encore un granulome qui est là. Et c'est pour ça que le patient n'était pas traité avec les trois canaux oblitérés. Un autre exemple, osteiite périapicale sclérosante. Ça, c'est une autre forme de réaction. C'est l'élargissement périapical de l'espace ligamentaire parodontal. L'os devient dense et flou et c'est autour d'un apex d'un dent non vital. Si le dent est normal, on ne va pas le trouver. Et très souvent, ce sont des dents cariées, dents avec grande restauration, traitement endodontique en échec. Et là, vous le voyez très bien. Vous voyez, il y a une radiolucente autour du canal de l'apex et puis il y a cette sclérose autour de l'espace euh, ligamentaire. Donc ça, c'est typique. Et aussi, donc, vous le voyez ici, en cone beam aussi, voilà, l'espace élargi et puis le sclérose autour de cet espace ligamentaire. Puis on a la maladie parodontale. La maladie parodontale, c'est quoi? C'est donc une perte de l'os autour du racine parce qu'il y a une inflammation chronique et puis l'espace ligamentaire va devenir plus large. C'est clair ici, autour tout la racine chez ce dent-là, plus diffus ici, aplatissement de la crête aussi, ça c'est aussi péridontal. Mais on voit ça aussi quand les gens sont plus âgés. Mais ça, c'est typique. Et ça commence autour d'une racine, mais ça peut prendre toutes les racines et atteindre la furcation. Une fois que l'inflammation atteint la furcation, très souvent, les cliniciens vont dire, ah, le dent, elle est perdu parce que c'est très difficile de contrôler ça une fois que c'est à ce niveau-là. Et une fois que tous les racines perdent l'os autour, on appelle ça une dent flottante. Et vous voyez ici, voilà, une dent flottante, tout l'os a disparu autour des racines. C'est comme les dents vont tomber de mâchoire, mais ce n'est pas le cas. Ils sont encore bien fixés, mais c'est typique, cette perte d'os autour. Et puis, pour terminer tout ce qui est normal, ici, de temps en temps, on a aussi la tartre dentaire. Le calculus est une plaque durcie qui se forme sur les dents lorsque la plaque n'est pas éliminée par le brossage et l'utilisation du fil dentaire. Et c'est ça que vous voyez là, hein. Et c'est ça que les dentistes vont éliminer quand vous les visitez. Donc, c'est l'entretien des dents. Et si vous ne le faites pas, ce sont des structures où les infections peuvent commencer, où les caries peuvent commencer. C'est pour ça qu'il faut les éliminer. Autre chose qu'il faut connaître, c'est les calculs pulpaires. De temps en temps, on va voir dans la pulpe des calcifications. Ce sont des dépôts calcifiés au sein de la pulpe dentaire, souvent dû à une inflammation ou à une irritation chronique aussi. Pas souvent visible sur les clichés de routine. En cone beam, c'est beaucoup plus facile à les voir. Et puis, pour divers, il faut encore mentionner le gubernaculum dentis. C'est une bande de tissu conjonctif et d'épithélium de la lame dentaire située dans un canal osseux reliant le follicule dentaire des dents permanentes au mucopérioste sous-jacent. Autre définition, c'est le trajet radiotransparent bien limité, le plus souvent cortiqué, s'étendant de la couronne d'un dent incluse jusqu'au site normal d'éruption au niveau de la crête alvéolaire. C'est important. Pourquoi? Voilà. D'abord, on ne pouvait pas le voir ou on pouvait à peine le voir sur les clichés dentaires et les panoramiques. Maintenant, en cone beam, comme c'est 3D, la superposition n'est plus là, on les voit de plus en plus. Et donc, quand on a une dent incluse, on va toujours, si on regarde bien, on va voir ce canal qui va vers la superficie du processus alvéolaire. Et ça dit déjà de quelle dent il s'agit. Aussi ici, dans le double oblique, vous voyez là, le canal, c'est ce qu'on appelle le gubernaculum, hein. Ici, c'est un canine très inclus. Mais regardez ici, voilà, ça c'est l'image, c'est une panoramique à partir d'un cône BIMCT. Et là, vous voyez un dent inclus. C'est quelle dent? Vous voyez, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est quelle dent? Euh,
ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'il est en position 5. Mais regardez le gubernaculum là. Ah, on peut le suivre donc. C'est à partir de toi. Est-ce que c'est le premier molaire retenu? Est-ce que c'est le deuxième prémolaire retenu? Est-ce que c'est la canine retenue? Est-ce que c'est un dent surnuméraire, un dent temporaire? Non. Le gubernaculum dit qu'il, voilà, la surface, il va là. C'est le 13. Excusez-moi, c'est le 23. C'est le 23 qui est inclus. Même s'il est en position 5, mais le gubernaculum dit nous, ce canal embryonnaire dit nous que c'est un 23. Donc, cette bande est très importante et de temps en temps, on en a besoin. Voilà, c'est un autre exemple. Voilà, c'est un dent inclus. C'est lequel? Hein? Là, avec dilacération. Mais regardez le gubernaculum qu'on a là et le gubernaculum dit que c'est le 13 du côté droit. Donc, le gubernaculum est devenu visible. Donc, ça, pour la première partie, c'est la partie où on a discuté les variantes, la normale, l'anatomie et les lésions bénins. Je propose de continuer avec les lésions malignes, les tumeurs des dents, excusez-moi, la pathologie tumorale, bénin et maligne, des dents, et après on peut avoir une discussion. OK. Donc, ouais, bien, sauf si, Daddy, sauf si vous voulez avoir une discussion déjà. Non, non, on peut continuer comme ça, on finit tout ce qui est dentaire et on fait Oui, une discussion globale. Ouais. oui, OK. Donc, pathologie tumorale des dents, ce que le radiologue doit savoir, hein. La pathologie tumorale des dents regroupe ce que l'on appelle également les tumeurs odontogènes, c'est-à-dire des lésions se développant à partir des tissus impliqués dans la formation des dents, au sein de l'os maxillaire et tissus mous adjacents et non des tumeurs des mâchoires à proprement parler. Donc, c'est vraiment les lésions à partir des dents qu'on va discuter ici. Ces tumeurs odontogènes peuvent être kystiques, fibro-osseuses, bénignes ou malignes. Kystiques, là on a les kystes dentigères, parodontales latérales, résiduelles et de bifurcation. Les kystes osseux anévrismales, le kyste du canal nasopalatin, nasolabial et les kystes osseux traumatiques simples sont non odontogènes. Donc, c'est pas ça qu'on va discuter aujourd'hui. Commençons avec la kyste dentigère. La kyste dentigère est une kyste de développement bénin associée à la couronne d'une dent non éruptée ou incluse. Hein. Ça s'appelle aussi kyste folliculaire. Ce qui est important, 75% est mandibulaire et la taille de l'espace folliculaire est au-delà de 3 mm. Donc, normalement, on a déjà des cystes qui peuvent être là, autour de la couronne, mais quand ils sont au-delà de 3 mm, c'est développemental. C'est une kyste dentigère. Souvent, il y a un déplacement important de la dent associée et ça peut résorber les racines des dents adjacentes. Hein. Normalement, c'est jeune que ça arrive, à la deuxième et troisième décennie. Et diagnostic différentiel, c'est un améloblastome unikystique et des tumeurs odontogènes kératokystiques. Voilà un exemple très typique autour d'une molaire de mâchoire inférieure, kystique, très 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 typique, et avec érosion des racines des dents associées. Et le dent, il est déplacé par le cyste qui se développe. Hein. Donc ça, c'est vraiment typique. Et typique, c'est aussi très souvent autour d'un dent non érupté ou incluse. Un autre exemple, mais maintenant la mâchoire supérieure. Regardez de nouveau, le dent il est déplacé. Le cyste, pourquoi c'est pas le sinus? Parce qu'on a un double cortex. Ça, c'est la paroi du sinus et ça, c'est la paroi du processus alvéolaire. Et ça, c'est le cyste dans le processus alvéolaire. Et c'est comme ça que le dent il est déplacé. De nouveau, c'est beaucoup plus facile de voir ces lignes, ces doubles lignes en cone beam qu'en panoramique ou des autres clichés. Donc, kyste odontogène. Tumeur odontogène kératokystique, deuxième, c'est un néoplasme kystique bénin des mâchoires à comportement agressif et à taux de récidive élevé. Donc, il faut les suivre. Kyste bien limité, cortiqué, fréquent les troisièmes molaires et typique, c'est autour des racines. Il y a de présentes de septa qui vont suggérer un tumeur odontogène euh, kératokystique. Et puis, le signal T2 est moins homogène qu'un kyste odontogène classique. Donc, ce n'est pas vraiment du fluide. Il y a un contenu protéinique, c'est plus dense que vraiment de liquide, liquide qui est tout blanc en T2.
Donc, ici, vous voyez une telle lésion qui se trouve là. Ça ressemble au kystique. Le plus souvent, c'est troisième molaire. C'est pas un cas vraiment typique. Par contre, ici, on a un cas typique dans la partie postérieure. Mais ici, il y a des kératokystes odontogènes multiples, des radioclartés à périphérie cortiquée partout dans la mâchoire inférieure, supérieure. Et quand on a multiples, il faut penser à un syndrome de névus basocellulaire ou un syndrome de Gorlin-Goltz. Hein. Ces patients aussi vont développer aussi des carcinomes basocellulaires, des anomalies squelettiques, côtes, vertèbres et crânio-faciales. Euh, des patients sont très jeunes et très souvent il y a des déplacements des dents. Mais ce qui est aussi typique quand on regarde le crâne, ce sont des calcifications de la faux du cerveau. Quand on voit ça chez des jeunes gens et une selle turcique vide en plus, quand on voit ces choses, il faut toujours penser à un syndrome de Gorlin-Goltz. Avec les kystes en plus, c'est clair. Puis, on peut avoir une kyste parodontale latérale, synonyme kyste odontogène botryoïde, quand cette kyste est multiloculaire. Hein. Typique pour cette kyste que c'est en goutte d'eau inversée, vous voyez, c'est comme une goutte d'eau entre les deux dents, entre les racines, pas périapicales. En avant des molaires, c'est pas les molaires qui sont inclus, comme ici, vous voyez, c'est la région canine. Et puis, mandibule plus que mandibulaire et la lésion reste petite. Généralement asymptomatique, traitement, énucléation. Hein. Diagnostic différentiel, kyste osseux simple, traumatique, kératokyste qu'on a déjà vu et kyste radiculaire latéral qu'on a déjà vu. Voilà un autre exemple, mais maintenant il c'est multikystique. Et voilà, donc c'est la variante botryoïde qu'on voit ici. Kyste parodontal latéral. Puis, on a la kyste résiduelle. Résiduelle, c'est très simple. On a enlevé un dent et puis on n'a pas complètement enlevé la kyste qui était autour, l'apex autour du dent, et puis on a un kyste résiduel. Donc, c'est clair, il faut avoir un dent manquante. Autrement, on ne peut pas appeler ça un kyste euh, résiduel. Différentiel, de nouveau, kératokyste, kyste staphné, kyste du canal nasopalatin, palatin, si c'est sur la ligne médiane. Puis on a une kyste de bifurcation buccale. Ça, c'est une kyste qui se situe dans la région de bifurcation buccale des molaires, donc la furcation, souvent secondaire à un procès inflammatoire. Hein. Radioclarté, souvent cortiquée, comme vous voyez ici, bien définie, peut être bilatérale, fréquent chez l'enfant, et ce qui est très important, euh, c'est toujours du côté buccal, dedans, pas lingual ou palatal, et ça va basculer. L'apex est déplacé vers le cortex lingual. Donc, vous voyez, l'apex est déplacé par le cyste vers le cortex lingual ici. Et ça, c'est typique pour ces lésions. Le traitement, c'est une énucléation chirurgicale. Hein. L'extraction dentaire n'est pas nécessaire. Hein. Et très souvent, le patient seulement sent une tuméfaction, mais il n'a pas de douleur. Ah, donc, c'est la seule chose que ces patients ont comme présentation. Ça peut aussi être maxillaire. Ici, on a un exemple. De nouveau, du côté vestibulaire des dents et à partir d'une furcation, toujours dans la région prémolaire, molaire, parce que les autres dents, ils n'ont pas de furcation. Hein. Donc, voilà un autre exemple d'une telle lésion. Donc, pour ces lésions kystiques, on peut conclure que quand il y a un kyste autour de la couronne, ça doit être une kyste folliculaire ou un kyste odontogène. Si c'est autour des apex, le plus souvent, on a un kératokyste euh, ou une tumeur odontogène kératokystique. Si c'est entre les racines des deux dents, c'est une kyste parodontale latérale. Et si c'est multi complémentaire, là, c'est la variante botryoïde. Puis, si c'est une kyste où il n'y a pas de dents, on appelle ça une kyste résiduelle. Et il ne faut pas oublier, il y a des kystes qui sont seulement du côté buccal, autour des molaires et prémolaires, ça sont des kystes de bifurcation buccale.
Donc, comme ça, on a un résumé de ces kystes. Et continuons avec les lésions fibro-osseuses. Là, on a la dysplasie sémentaire périapicale et la dysplasie sémento-osseuse floride. Dysplasie fibreuse et maladie de Paget et chérubisme sont non odontogènes. Donc, ça, on ne va pas discuter. Donc, dysplasie sémentaire périapicale, c'est le remplacement localisé non néoplasique de l'os trabéculaire normal à l'apex d'une dent. Contient des tissus fibreux et des matériaux de type sément et os normal. Typiquement, c'est autour des dents vitales. Les incisives mandibulaires vitales, par exemple, c'est classique. On voit des radioclartés initiales, puis il y a des dépôts progressifs de masse sémentaire. Donc, au début, c'est radioclarté, puis ça commence à être euh, des opacités et évolution vers des vraies opacités en croissant au contact de l'apex. Rapport femmes-hommes, 9 sur 1. Donc, très, très, très important. Ce sont des femmes et fréquents chez les Noirs et les Asiatiques, pas chez les Caucasiens. Quatrième et 15e décennie et traitement aucun. Donc, ici, vous voyez, c'est une lésion début, c'est incisif, classique, antérieur, mais ça commence à calcifier. Donc, c'est pas vraiment le début de la lésion, ça commence à calcifier. Et puis, ça, c'est une dysplasie euh, sémentaire périapicale chronique, complètement calcifiée autour de l'apex du dent. Hein. Vous voyez, ça, c'est typique. Mais on peut avoir la variante qui est dysplasie sémento-osseuse floride. C'est la même chose. Mais maintenant, trois quadrants des zones portantes d'une mâchoire sont atteints. Donc, ça, c'est très important. Et très souvent, on voit des régions radio opaques, on voit des régions de radioclarté mixtes, et les lésions sont beaucoup plus grandes maintenant. Et très souvent, toute la mâchoire est atteinte. Mais les dents sont vitales. Et quand on voit les images, on ne peut pas les croire. Et très souvent, les patients, ils n'ont pas de symptômes non plus. Et ce qui est très important aussi pour la Floride, de nouveau, ce sont des femmes, les Noirs et les Asiatiques qui sont atteints, mais de nouveau, pas de traitement. Prends pas de biopsie parce que là, on risque d'avoir des infections et ça va aggraver les choses. Donc, le diagnostic différentiel, c'est de l'dysplasie fibreuse et la maladie de Paget et l'ostéomyélite, mais c'est typique des femmes, les Noirs, des Asiatiques et les deux mâchoires. Commencez à penser à ça. Regardez, le patient, il avait cette cône beam simplement pour un implant. Et vous voyez ce qu'on voit ici. On pensait que, oh là là, il y a des grands problèmes. Non, c'est simplement de dysplasie sémentaire floride. Et donc, il ne faut pas toucher, rien va se passer, c'est normal de voir ça et pas de traitement de tout. Donc, dysplasie sémento-osseuse floride, c'est typique. Mais c'est clair que ça commence à ressembler à la dysplasie fibreuse, c'est élargi et donc il faut connaître le diagnostic différentiel. Euh, donc ça, c'est un autre, mais maintenant avec beaucoup plus de régions radioclaires. Et on voit ça plus quand il y a une infection qui se met sur cette dysplasie. Et la cause est très souvent des maladies parodontales. Hein. Quand les patients ont des maladies parodontales, ils peuvent avoir d'infections et ils peuvent avoir plus de problèmes en cas de dysplasie sémento-osseuse floride. OK. Pathologie tumorale des dents, continuons avec les néoplasies odontogènes bénins. Et là, la classification OMS, quatrième édition, distingue les tumeurs bénignes, malignes, odontogènes, subdivisées selon la cellule d'origine, épithéliale, ectomésenchymateuse et mixte, et l'incidence, ça c'est très important, 1%, par exemple, en Europe et en Amérique du Nord, 19% en Afrique, dans certains pays africains. Donc ça veut dire que ces tumeurs sont beaucoup, beaucoup plus fréquentes en Afrique. Néoplasie odontogène, commençons maintenant avec l'épithélium, ceux qui se développent de l'épithélium odontogène. Là, on a l'améloblastome et vous voyez de quels euh, éléments dentaires ils vont se développer. Puis, tumeur odontogène épithéliale calcifiée. On connaît ça aussi comme tumeur de Pinborg.
tumeurs odontogènes kystiques calcifiées, tumeurs odontogènes squameuses et tumeurs odontogènes adématoïdes. Améloblastome, c'est la deuxième tumeur odontogène la plus fréquente après l'odontome. C'est une tumeur bénigne, mais localement agressive. Radioclarté bien définie, expansile multiloculaire en 80% des cas, aspect en bulle de savon, mais ce n'est pas toujours le cas. Siège préférentiel mandibulaire postérieur, mandibulaire maxillaire, rapport 5/1, donc presque toujours mandibulaire, relation péricoronale avec une molaire incluse et déplacée dans la forme uniloculaire. Puis on peut aussi voir qu'il y a une résorption des racines des dents adjacentes, des zones kystiques et hypersignales et un rehaussement intense des composants solides. Et ça, c'est important. Il y a des composants solides et pour faire le diagnostic, l'IRM aide là beaucoup parce que là, on peut voir très, très bien la prise de contraste de ces composants solides. Survient entre la troisième et la cinquième décennie et suivi est nécessaire en raison de risque de récidive. Voilà un exemple. Vous voyez, c'est agressive, de nouveau mandibulaire, typique, région molaire, postérieure, euh, bulle de savon, très typique, élargissement et érosion des racines adjacentes. Donc, vous voyez, tous les signes sont là pour un améloblastome. Ici, en scanner, même avec un scanner avec GADO, avec iode, on peut intraveineux, on peut voir ces composantes solides. Et si vous voyez le kystique, et vous voyez là la prise de contraste dans les compartiments solides. Et quand on voit ça, le diagnostic est à peu près fait. Hein. Ça peut être d'autres choses, mais c'est rare. C'est presque toujours des amyloblastomes quand on voit ces compartiment solide. Voilà un autre exemple, un méloblastome multiloculaire. Et là, ils ont ponctionné pour savoir s'il y avait de améloblastome. Et comme ça, l'air est entré. On voit ici des niveaux, liquide, mais en plus, là, c'est pas de liquide. Là, c'est des parties molles. Ça veut dire que c'est un améloblastome prouvé parce qu'il y a cette composante solide de nouveau. Un autre exemple, ici, c'est un panoramique. Et vous voyez là, il y a des tissus mous. Donc, là, normalement, si c'était du liquide, normalement, on a des niveaux. Ils ne vont pas rester là quand le patient est debout. Donc, vous voyez que là, de nouveau, on a cette lésion. Ici, vous le voyez en axial. En axial, on ne s'en sort pas en scanner. Donc, femme de 50 ans présentant une tuméfaction. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? Euh, on a donc opéré et c'était donc une kératokyste. Et un autre exemple, lésion molaire, mandibulaire postérieure, c'est quoi? Est-ce que c'est purement polycompartiment kystique ou non? Comment est-ce qu'on peut savoir? Il a de l'érosion, c'est un petit peu agressive. Donc, chez ce patient-là, on a décidé de faire un IRM. C'est le T2 qui montre qu'il y a des régions kystiques et non kystiques. Voilà, non kystique en T1 et le rehaussement après GADO, ça veut dire qu'il y a un composant solide. De nouveau, le diagnostic est fait, c'est un améloblastome. Et donc, c'est important de trouver ça et d'utiliser du contraste. Deuxième tumeur ici, c'est tumeur odontogène épithéliale calcifiée. C'est une tumeur odontogène épithéliale produisant une substance minéralisée, donc calcifiée dans la mandibule postérieure le plus souvent, radioclarté uniloculaire ou multiloculaire, et avec des foyers de calcification dense dispersés, driven snow. Hein, ça, c'est typique. Tout âge, suivi est nécessaire parce qu'il y a un risque de récidive. Et voilà, donc ici, vous voyez l'élargissement, partie postérieure mandibulaire typique et toutes les calcifications qui sont dedans et très agressives. Donc, tumeur odontogène épithéliale calcifiée. Radioclarté uniloculaire avec des calcifications dispersées et dans la mandibule postérieure. Les signes sont là. On a aussi des tumeurs odontogènes kystiques calcifiées, et ça sont les lésions odontogènes bénignes à composantes kystiques et néoplasiques. Uniloculaires, radioclarté bien définie, avec des petits plages ou masses plus volumineuses de calcification, hommes plus que chez les femmes, et ce sont des gens jeunes. Et si vous voyez, uniloculaire, kystique, et regardez la plage de calcification au centre, donc typique pour des tumeurs odontogènes kystiques calcifiées. On a aussi des tumeurs odontogènes adématoïdes. Et, là, ces tumeurs contiennent du matériel dentinoïde. Ils sont péricoronales,
hein. Lésions hypodenses bien cortiquées avec des petites calcifications et parfois associées à un dent incluse. Les calcifications sont de fins flocons de neige jusqu'à des petits galets. Donc, moins calcifié que ce qu'on a vu avant et peut présenter une bande périphérique radioclaire dépourvue d'opacité. Ça, c'est important dans le diagnostic différentiel qu'on peut voir cette bande. Survient surtout la deuxième décennie, entre 10 et 20 ans. Donc, ce sont des adolescents et des enfants. Ici, un exemple. Vous voyez là la lésion autour de la couronne. C'est un dent incluse. Donc, de nouveau, des signes très typiques. Et vous voyez qu'il y a des calcifications. Et puis autour, cette euh, radioclarté en liseré autour de la lésion qui est quand même très typique. Euh, Tumeur odontogène adématoïde, un autre exemple, mais maintenant en maxillaire, vous voyez la lésion, c'est une dent incluse de nouveau, et les petites calcifications qui sont dans la lésion visible. Donc, ça, c'est un petit peu plus atypique, mais fille de 15 ans, typique, deuxième décennie, péricoronale, oui, dent incluse, oui, bien définie, oui, calcification au flacon, oui, deux fois plus dans les femmes que chez les hommes. Voilà, tous les signes sont là, et comme ça, on peut faire le diagnostic différentiel. Puis, on a le néoplasme odontogène bénin mixte, issu à la fois de l'épithélium odontogène et de l'ectomésenchyme odontogène. Là, on a les odontomes les plus fréquents, puis des tumeurs odontogènes à cellules fantômes, des fibromes amyloblastiques, fibro-odontomes amyloblastiques et des tumeurs odontogènes primordiales. Le plus important qu'il faut retenir, c'est odontome. C'est la tumeur odontogène la plus fréquente que toutes les autres réunies et composé de structures ressemblant aux dents entourées d'un lysère radio, euh, radio clair. Complexe, ça c'est quand ils sont composés. Quand ils sont complexes, là on va trouver une masse minéralisée amorphe entourée d'un lysère radio clair. Euh, Dans le maxillaire, près de la canine, la couronne de la canine, en mandibule, c'est surtout la région molaire qui est atteinte. Donc, composé, voilà, euh, les deux différents, plus de calcification dans le mandibule et plus postérieur. Densité supérieure à celle des dents permanentes. C'est ça qu'on va trouver. Et survient de nouveau chez les jeunes et exérèse simple et le traitement. Regardez, ici on a un odontome composé, donc dans la région maxillaire. On voit des petits dents, vous voyez l'émail, et ça, c'est typique. Des dents un petit peu plus petits, mal formés, mais tout dents groupées ensemble. Ça, c'est un odontome. Ça, c'est un autre odontome, de nouveau composé, même dans la mandibulaire, des petits dents. Et vous voyez qu'ils peuvent empêcher un dent d'avoir éruption, de sortir. Donc, il est bloqué par un odontome ici. Et de temps en temps, vous voyez la différence des petits dents, on voit l'émail, mais ici, vous voyez, c'est vraiment un bloc calcifié. Donc, ça, c'est un odontome complexe, complètement différent, beaucoup plus calcifié et élargissant aussi l'épaisseur de mandibule. Puis on a aussi des fibromes odontomes amyloblastiques, similaires aux fibromes amyloblastiques avec dépôt d'émail et de dentine. Lésions bien définies, parfois cortiquées, zone radioclaire contenant des inclusions denses de type dentaire, oui, mais en plus, et ça c'était très typique, des calcifications parfois en anneaux, donut. Ah, en anglais, il parle de donut, signe de donut. Et c'est très souvent associé à une dent absente ou non éruptée. Siège mandibulaire postérieur, surtout de nouveau la deuxième décennie et énucléation est le traitement. Regardez ici, c'est le mandibule postérieur associé à un dent non érupté, oui, zone radio claire qui est visible autour du dent et puis calcification en anneau. Donc là, on voit les calcifications, mais puis on a des calcifications en anneau. Et on va le voir ici. Donc, il y a l'émail autour et au centre, c'est moins dense. Et là, il y a aussi donuts. Ah, vous voyez là les donuts qui sont visibles. Mais c'est ça, ça c'est le typique pour donuts. Ça, c'est pas typique parce que normalement, c'est l'émail, c'est la hyperdensité qu'il faut voir à la périphérie de l'anneau. Donc, ça, c'est typique pour fibro-odontome amyloblastique.
Voilà un autre exemple ici, mais ici, c'est pas calcifié. Donc, les calcifications ne sont pas toujours là. Ça, c'est le type radioluçon. Puis, on a les néoplasies d'origine ectomésenchymateuse. On a un fibrome odontogène, des myxomes odontogènes, des sémantoblastomes et des fibromes sémanto-ossifiantes. Et je montre ici un fibrome odontogène, peut contenir un tissu fibreux, fibrome, petite lésion uniloculaire bien définie et avec expansion osseuse possible. Hein. Voilà un exemple, fibrome odontogène, un homme de 28 ans perçoit un défaut palatin, il n'a pas de douleur, et voilà ce qu'on trouve en cône beam, une lésion à la face palatale du canine. On regarde parce que c'est fibrome, ça veut dire que normalement, il y a des parties molles dedans. Et si vous voyez le T2, la lésion, T2 en coronale, au signal, dans le mâchoire supérieur, ça c'est le T1, le T1 gado, il y a une prise de contraste. Donc, ce n'est pas une cyste, c'est donc de tissu fibreux. Et typiquement, ici, c'est pas de restriction de diffusion non plus, c'est du T2 shine through. Et donc, dans ces cas-là, on a un fibrome odontogène. Les myxomes odontogènes, là, on a des radioclarités uniloculaires ou multiloculaires avec des cloisons internes fines et droites. Ça, c'est la différence. Donc, myxome, euh, ce sont des lésions qui sont trouvées dans la mandibule plus que dans le maxillaire, prémolaire et molaire, rares. Et l'âge n'aide pas beaucoup. Traitement, c'est le curettage ou résection étendue des grandes lésions. Hein. Suivi est nécessaire. Il y a des récidives en 25% des cas, donc c'est important de les suivre. Voilà, multiloculaire, molaire, mandibulaire, tout est là, et les cloisons droits. Ça, c'est typique. Quand on voit ça, il faut penser avec un myxome odontogène. Et là, vous voyez le T1, le T2, et vous voyez, c'est mixte. Il y a des régions kystiques et des régions solides qui sont autour. Donc, mixte, ça, c'est typique pour des myxomes odontogènes. Des sémantoblastomes, là, on a des opacités bien définies en densité mixte et attachées ou entourant la racine d'un dent. Ah, ça, c'est typique. Taille reste toujours moins d'1 ou 2 centimètres. Et douleur et tuméfaction possible, ce sont des dents vitales et des jeunes adultes. Exérèse avec extraction de la dent associée. Donc là, on ne peut pas laisser les dents quand on veut les traiter. Et si vous voyez, voilà, autour de racine de dent, opacité bien définie, à densité mixte. Hein. Vous voyez, c'est moins et plus dense dans la lésion. Vous voyez, il y a des lésions plus denses, moins denses autour de la racine. Sémantoblastome. Mais en tout cas, il y a toujours l'opacité qui est là. Sémantoblastome, un autre exemple, opacité bien définie, voilà. Attaché entourant la racine dentaire, oui. Résorption radiculaire externe, oui. Aspect amorphe, oui. Contour radiculaire effacé, oui. Et première molaire permanente, voilà. Première prémolaire est atteinte, c'est typique. Mandibule, taille moins d'1 à 2 centimètres. Voilà, tous les signes sont là pour un sémantoblastome. Puis on a des fibromes sémonto-ossifiants. Ce sont des synonymes pour tout ça. Hein. Donc il y a beaucoup de noms pour les fibromes sémonto-ossifiants. C'est une masse ronde ou ovale, bien définie, expansive, degré variable de radio-opacité interne, et ça peut ressembler à la dysplasie fibreuse. Il y a un bord cortical net, 80% dans les mandibules et surtout chez des femmes. Deuxième ou quatrième décennie, asymptomatique. Très souvent, c'est une découverte fortuite. Voilà, la lésion typique. Et c'est clair, ça ressemble à la dysplasie fibreuse, élargissement. Vous voyez aussi le cortex, il est plus mince. Et vous voyez les lésions en panoramique, un petit peu calcifiées, un petit peu hypodense. Donc, ça peut être dysplasie fibreuse, oui, non. C'était un fibrome sémanto-ossifiante. Donc, pour ces lésions, c'est pas toujours, quand on le connaît et on les voit souvent, c'est plus facile de les reconnaître, mais de temps en temps, quand on a tous ces lésions, il faut quelque chose qu'on peut utiliser pour les distinguer. Et là, le plus facile, c'est de commencer. Est-ce que c'est une radioclarté, opacité ou mixte? Si c'est une radioclarté, il faut penser à un améloblastome et un myxome odontogène. Puis, il faut regarder les autres aspects.
Est-ce que c'est en bulle de savon, améloblastome? Est-ce que vous voyez des septa droits, hein, des cloisons droits, myxome odontogène? Et en plus, bulle de savon, région molaire mandibulaire, pour le myxome odontogène, prémolaire, plutôt que le mandibulaire, hein. Donc vous voyez, mais les deux sont encore là, mais un petit peu plus antérieurs. Donc si on sait ça, ça aide déjà pour distinguer ces deux. Si ce sont seulement des radio-opacités, il faut penser à un odontome, sémantoblastome ou un fibrome sémanto-ossifiant. Odontome, là, on a les petits dents, hein, et l'isérie radiotransparent autour, et puis des structures de type dentaire dedans. Ça aide. Le l'isérie radiotransparent est aussi là pour le sémantoblastome, mais il n'y a pas de structure dentaire mais il y a des images en roue de rayon entourant racines dentaires. Donc, c'est différent. Si c'est un fibrome sémanto-ossifiant, il y a un contour cortical, pas le liséré, et c'est bien délimité, ressemblant à la dysplasie fibreuse. Voilà. Si c'est mixte, alors c'est plus difficile. Là, il faut distinguer ces six choses-là. Et pour commencer, dysplasie sémentaire périapicale et dysplasie sémanto-osseuse floride, c'est périapical. Dent unique pour la première, dent multiple pour le floride. Et chez des patients noirs et asiatiques, ça aide. Voilà, le diagnostic est fait. Puis, si c'est tumeur odontogène épithéliale calcifiée, kystique calcifiée ou adématoïde, c'est mixte, mais c'est péricoronal, avec des calcifications dispersées dans la mandibule postérieure pour épithéliale calcifiée, fine ponctuation euh, dans la mandibule et maxillaire antérieure, pas postérieure, pour tumeur odontogène kystique calcifiée, et petite ponctuation de densité dentaire avec une bande périphérique transparente pour l'odontogène adématoïde. Donc, vous voyez, on peut les distinguer. Regardez le type de calcification et regardez où il se trouve et s'il y a une bande périphérique transparente. Et puis, odontome amyloblastique, le dent est absente ou incluse. Il y a des ponctuations densité dentaire autour. Ça aussi, on peut voir. Les tumeurs malignes, on peut être très très vite. Il y a les amyloblastomes malins, il y a des carcinomes odontogènes, intraosseux, carcinosarcomes, sarcomes, c'est rare. Je montre quelques exemples. Ça, c'est un améloblastome malin et vous voyez, normalement, ils peuvent déjà être agressifs locales, mais ça, c'est vraiment une tumeur qui, avec une croissance énorme et avec des parties molles dedans. Ici, un carcinome odontogène est de nouveau très agressif, calcification qui détruit les choses. Donc, une fois que ça devient plus grand, plus agressive, il faut penser à une tumeur maligne, des tumeurs malignes. Imagerie pour conclure. Pour les variantes et les lésions bénignes, des radiographies dentaires et panoramiques sont le premier choix. Cone beam CT en cas de doute ou diagnostic persistant ou scanner de routine. Néoplasme, odontogène bénin et les lésions kystiques, le cone beam est parfait. Hein, ou le scanner si on n'a pas de cone beam. Puis, néoplasie odontogène bénin avec composante des tissus mous suspectés et les néoplasmes malins. Là, l'IRM est préféré au-delà du CT injecté et est mieux que le cone beam CT. Donc, l'IRM, là, vraiment donne d'informations très importantes. Est-ce qu'il y a une prise de contraste? Est-ce qu'il y a un composant solide, kystique, protéinique et tout ça? Et ça aide beaucoup. Voilà, si vous voulez lire tout ça, il y a deux livres excellents. Ça, c'était la première édition, c'est déjà la troisième ici. C'est un livre excellent qui montre en détail tout ce qu'on peut trouver dans ces lésions, anatomie, variantes, lésions bénins et les tumeurs bénins et bénignes. OK, je pense qu'on peut s'arrêter ici un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, professeur Castelman, pour cette présentation de très, très haute facture, comme d'habitude. Et pendant que vous parliez, j'ai une idée en tête. Peut-être que quand vous serez de retour au Canada, on peut faire une petite recherche. On prend tous les radiographies, tous les scanners de face lus par les neuroradiologues et on voit combien de variantes de la normale au niveau des dents qui ont été ratées. Et Oui, je oui, pense que c'est beaucoup. 100%, c'est beaucoup. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas de papier sur ça. On peut le faire et ouais. on peut même le répliquer chez l'enfant. Ouais, Et je mais, me disais,
on a déjà fait 1h30 et l'audience, on est arrivé à 110. Et Oui, c'est une mixture des dentistes, des stomatologues et des radiologues. Je me demandais, est-ce qu'on ne peut pas prendre des questions, même si on n'entend pas la partie articulation temporomandibulaire? Bon, on va voir après. comment la tendance de l'audience. S'il y a plus de questions, on peut s'attarder et Oui, commencer oui, avec oui, l'articulation temporomandibulaire la fois oui. prochaine, au lieu d'aller vite. Et avant de continuer, nous avons deux panélistes. Il y a Dr Masumbuko et Professeur Tibantiemi. Je vais donner au Dr Masumbuko la parole pour nous donner sa réaction à chaud et s'il peut commenter tel ou tel autre aspect de pathologie que vous avez présenté. Et puis, on va prendre quelques questions dans l'audience. Docteur Masumbuko, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole. Et je vous remercie pour l'invitation et la participation à ce webinaire qui est très intéressante. Là, on se retrouve vraiment parce que les pathologies tumorales décrites par les professeurs Kasselman sont plus fréquemment retrouvées dans notre milieu ici à l'est de la République démocratique du Congo. Le plus fréquent, c'est l'améloblastome que nous retrouvons souvent et c'est diagnostiqué à un stade très avancé. Comme vous l'avez évoqué, c'est une tumeur bénigne, mais à malignité mitigée, donc destruction qui détruit localement les tissus osseux. Et c'est très fréquent. À cause de la pauvreté, les patients viennent souvent en retard et les prises en charge deviennent un peu plus compliquées parce qu'il faut réséquer la tumeur dans les marges, il faut faire la reconstruction dans nos milieux, on ne sait même pas faire encore les lambeaux libres, on est limité, donc on doit des fois reconstruire avec une plaque ou des fois, quand la zone détruite où l'os est inférieur à 6 ou 4 centimètres, des fois on prélève un os autologue au niveau de la crête iliaque qu'on met là pour reconstruire. Et également, on retrouve plus fréquemment dans nos milieux les kystes d'antigènes également. Et c'est comme l'améloblastome, ça arrive souvent à un stade avancé où il y a une destruction également tissulaire par soufflement de cortical. Et des fois même, on est obligé, après résection tumorale, à mettre des plaques pour éviter des fractures secondaires parce que les malades arrivent avec des tumeurs d'antigènes très volumineux, très volumineuses et il faut mettre des plaques pour éviter la fracture après exérèse de la tumeur. Les autres pathologies décrites des dents sont moins fréquentes. C'est pas que c'est moins fréquent, mais les patients consultent moins fréquemment à cause de la pauvreté. Donc, ils consultent réellement quand la tumeur est vraiment énorme et visible, et c'est quand ils viennent. Pour les autres tumeurs, ils viennent vraiment moins fréquemment à l'hôpital. Ça, c'est à cause de la pauvreté dans nos milieux. C'était ça un peu mon intervention par rapport à l'exposé qui était riche, très riche même. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole au professeur Timantiemi. Et puis, on va avoir la contre-réaction du professeur Kasselman. Il y a quelques questions dans les chat box. Et nous encourageons aussi à l'audience, ceux qui ont des questions peuvent écrire dans le chat box ou carrément lever la main. On pourra vous passer la parole. Professeur Timantiemi, vous avez la parole. Quelle est votre réaction? Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, 5 sur voilà. 5. Oui, bonsoir. Là, j'étais en train de noter au fur et à mesure que le professeur Kasselman faisait son exposé, j'ai noté quelques éléments qui sont intéressants pour les médecins généralistes ou les médecins qui ne sont pas vraiment en contact avec la structure dentaire. Donc, je reviens rapidement vraiment sur ce que le professeur Kasselman a dit au niveau de numérotation des dents, hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc il faut diviser la bouche en 4 cadrans, hein. Le cadran supérieur droit, c'est le 1. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, le cadran supérieur 1 droit, c'est le 1. Cadran supérieur gauche, c'est le 2. Cadran inférieur gauche, le 3. Et cadran inférieur droit, c'est le 4. Ça, c'est le premier chiffre qui apparaît quand on veut noter une dent. Le deuxième chiffre, c'est la place de la dent dans ce cadran.
On sait que la première place, c'est l'incisive centrale, ensuite l'incisive latérale, la canine, etc. Donc, quand vous voyez 2, 21, par exemple, la 2, donc, c'est le cadran supérieur gauche, et le 1, c'est la place de la dent, c'est-à-dire la première incisive, donc l'incisive centrale, sur 21. Donc, ça, c'est des petites choses, mais qui sont quand même intéressantes pour les patients quand on doit adresser. C'est vrai que j'ai remarqué au Congo, on n'a pas la culture de l'écriture, hein, écrire au correspondant. Donc ça, c'est intéressant. Quand vous voulez adresser un patient à votre correspondant, utilisez cette classification internationale. Alors, l'intérêt de tout à l'heure de la chronologie de l'apparition des dents, il faut savoir que déjà pour des raisons médico-légales, c'est important de connaître la chronologie des dents. Le professeur Kasselman a relevé tout à l'heure que la première dent définitive qui apparaît en bouche, c'est la molaire, la première molaire, qu'on appelle d'ailleurs la dent de 6 ans. Et quand vous êtes en face, par exemple, d'un crime et on ne sait pas donner l'âge à la personne, eh bien, à partir des radios, en regardant les radios dentaires, on peut dire, voilà, telle personne par rapport à la chronologie de l'évolution des dents, et cette personne a à peu près tel âge. S'il avait la canine, la molaire, la première molaire était apparue dans la bouche, on sait au moins qu'il avait déjà 6 ans. Et puis, vous allez regarder par rapport aux autres dents, les prémolaires, les canines et tout. Donc, ça, c'est important pour des raisons médico-légales. Alors, sur l'autre chose qui était intéressante, qu'on vit souvent aux urgences, hein, c'est quand vous avez des parents qui vous amènent un enfant qui est tombé, qui a une luxation dentaire. Et quand vous ne connaissez pas la classification, vous ne connaissez pas la chronologie de l'évolution des dents, vous êtes incapable de savoir telle dent qui est tombée, est-ce une dent définitive ou une dent lactéale ou une dent de lait. Parce que l'attitude n'est pas la même suivant que la luxation concerne la dent de lait ou la luxation concerne une dent définitive. Donc, intérêt de connaître la chronologie de l'évolution des dents. Alors, sur autre chose, sur l'enclavement des dents de sagesse, hein, il faut dire que c'est un chapitre important parce que si vous ne regardez pas bien vos radios, que vous avez une dent de sagesse surtout inférieure qui est incluse et qui enchâsse le nerf alvéolaire inférieur, si vous ne faites pas attention, en luxant la dent, si vous la sortez, vous risquez d'amener avec vous le nerf alvéolaire inférieur, dont les conséquences sont terribles pour les patients qui risquent d'avoir une anesthésie labio-mentonnière définitive. Alors, autre chose, pour les dents de sagesse supérieures du haut, les dents de sagesse maxillaire, donc quand on n'a pas l'habitude, il ne faut pas tenter d'enlever la dent de sagesse maxillaire parce que souvent c'est en forme de germe et il y a des risques de l'envoyer dans le sinus. Et quand on envoie la dent dans le sinus, votre intervention qui devrait durer 10 minutes, eh bien, elle est rallongée parce qu'il faut ouvrir le sinus, y accéder et aller chercher. En général, c'est le germe de la dent de sagesse qui va s'infiltrer dans le sinus ou parfois qui peut aller dans la zone rétromolaire où, comme on le sait, il y a l'artère maxillaire interne qui passe par là et je ne vous souhaite pas de connaître cette situation. Tout à l'heure, le professeur Lexman a montré l'image d'une dent qui se retrouvait au fond du sinus. Moi, j'ai eu un cas il y a quelques années d'un traumatisé de la route et quand on avait fait le bilan total de son corps, on a retrouvé une dent dans le poignet. Cela veut dire quoi? C'est un patient qui est sous le choc, il est tombé sur son poignet, la dent s'est luxée et elle s'est logée dans l'articulation du poignet. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, pour des lésions apicales, vous avez vu, on a montré des images des dents qui étaient malades, qui ont été dévitalisées et les canaux ont été obturés.
mais malgré parfois cette obturation, il y a toujours une lésion apicale qui reste. Avant, moi-même, j'étais tenté de faire ce qu'on appelle de résection apicale. C'est-à-dire que vous allez au niveau de l'apex, vous la sectionnez et vous nettoyez autour. Actuellement, on arrive à cette attitude que quand on n'est pas capable de reprendre le traitement canalaire. J'ai vu des lésions apicales de plus de 1 cm de taille, hein, mais qui, après une reprise de traitement canalaire, on arrive à soigner la lésion apicale sans aller à la résection apicale. Alors, une petite réflexion, ça concerne aussi les maladies parodontales. Quand j'étais à la salpêtrière, mon professeur me disait, méfiez-vous de la dent qui bouge, parce qu'une dent qui bouge anormalement, alors qu'il n'y a pas de lésion évidente, peut cacher des maladies graves. Dans le cas d'espèce de chez nous, moi-même, j'ai suggéré le diagnostic de diabète chez des personnes qui étaient relativement en bonne santé, qui avaient relativement une bonne hygiène buccale, mais dont les dents bougeaient anormalement. Donc, quand vous avez un patient avec des dents qui bougent anormalement, entre autres diagnostics auxquels vous devez penser, c'est le diabète. Dans le diabète, il y a la maladie parodontale qui est souvent fréquente. Alors, autre chose qu'il ne faut pas oublier, dans les infections des apex dentaires, surtout des dents maxillaires, des dents qui sont en contact avec les sinus maxillaires, si on part de la 2e prémolaire jusqu'au niveau des molaires, les dents sont en contact avec des sinus et une infection dentaire peut évoluer et transpercer le bas-fond sinusien et l'infection va se développer au niveau des sinus et provoquer une sinusite qu'on appelle une sinusite d'origine dentaire. La différence, c'est quoi? C'est qu'une sinusite d'origine dentaire est souvent unilatérale du côté de la dent malade. Donc, c'est de ce côté-là que quand vous avez une sinusite, vous savez que cette sinusite-là, elle est d'origine dentaire. L'autre chose, quand on dévitalise une dent qui est près du sinus, il arrive qu'on dépasse avec la plaque d'obturation, elle dépasse la racine et elle rentre dans le sinus. Et c'est là on va trouver ce qu'on appelle des aspergilloses qui vont se développer, qui vont se comporter comme de sinusite, mais parfois ils atteignent une taille telle que on peut les confondre à une tumeur. Donc les aspergilloses sinusiennes, donc il faudra aussi y penser. Donc pour les améloblastomes, mon confrère qui a parlé tout à l'heure, effectivement, nous connaissons au niveau du Congo, je pense que c'est même au niveau de l'Afrique, parce qu'en Europe, je n'ai jamais vu des améloblastomes des tailles que nous voyons au Congo, parce que les gens, tant qu'ils peuvent, comme au départ, ça en fait pas mal, les gens peuvent manger, et puis la population est résiliente, on ne se moque pas des gens, on ne se retourne pas, les gens vivent en société, ils sont acceptés, et ils n'arrivent à l'hôpital que quand ils ne peuvent plus manger, quand ils deviennent cachetiques. Et en ce moment-là, parfois, il est plus difficile de les prendre en charge, il est plus difficile de les soigner. Alors que maintenant, on sait très bien que la plupart des tumeurs bénignes mandibulaires ou osseuses, on n'a pas besoin de faire de grosses résections, hein. Il y a maintenant une attitude conservatrice, moi-même c'est ce que je pratique d'habitude, une attitude conservatrice où avec un bon curetage et une surveillance régulière, on s'abstient de faire de grosses résections et avec de reconstruction. Donc voilà à peu près ce que j'ai noté ou qu'on peut partager pour des personnes qui sont en contact avec la population et qui n'ont pas toujours la formation de dentiste ou de stomatologue, mais faire face. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Alors, s'il y a des petites questions à poser, on pourrait éventuellement y répondre. Voilà. Merci beaucoup, professeur Timateni, pour ce rappel clinique là, qui vient en complément avec les données d'imagerie que nous avons apprises de professeur Casselman. Il y a quelques questions dans les chat box. Je vais les citer comme ça quand le professeur Casselman ou bien le professeur Timateni va répondre, même aussi docteur Basumbuko, pouvez ramasser ce que les autres ont dit.
je parle des panélistes, pour ajouter un commentaire, mais au même moment répondre aussi aux questions. La première question, je crois, elle s'adresse au professeur Casselman. Avantages et limites comparées entre la radiographie intra-orale et la panoramique dentaire dans le diagnostic précis de la pathologie de furcation. Je crois que c'est Bon, pour... oui, je pense que quand on cherche une pathologie de furcation, ça veut dire déjà qu'on regarde un certain dent. On sait que c'est pas inconnu. On sait que c'est une canine ou probablement c'est pas une canine, c'est une molaire ou un prémolaire, parce qu'autrement il n'y a pas de furcation. Et donc on sait déjà où se trouvent les problèmes. Le patient a probablement en douleur à telle ou telle dent. Donc là, je pense que la radiographie intraorale, c'est là qu'il faut commencer hein, pour voir ces lésions. Je commencerai certainement avec ça. Donc, le panoramique, il ne va pas montrer en plus détail ce qui se passe au niveau de ce dent, bien au contraire. C'est plus détaillé, mais c'est plus focusé. Donc, si c'est un dent, il y a un problème sur un dent, un seul dent, moi, je commencerai toujours avec des images intraorales. Oui. Il y a une autre question qui va presque dans le même sens. Euh, bonsoir, pour les tumeurs bénignes et malignes des dents, la place du scanner. Donc, si je peux reformuler Ça, cette question, est-ce que le oui. scanner conventionnel facial peut nous aider à poser les diagnostics des pathologies telles que vous les avez présentées? Certainement. Moi, je pense qu'une fois qu'on a euh, une lésion qu'on appelle tumeur bénigne ou maligne des dents, là, une fois qu'on a ça, le scanner est probablement ce qu'il faut faire. Donc, on a le scanner de routine, hein, que nous utilisons pour le corps entier. Ça aide, mais il faut savoir que la résolution spatiale de ce scanner, il est beaucoup inférieur au cone beam ou le panoramique. Hein. Le panoramique, le problème avec le panoramique, c'est qu'il est ou bidimensionnel, pas trois-dimensionnel. Donc, on a des superpositions, il y a des structures qu'on ne voit pas qui sont superposées. C'est pour ça que le scanner dans les tumeurs est meilleur, même si la résolution spatiale du scanner de routine est inférieure au panoramique, il y a d'informations additionnelles parce qu'on voit la troisième dimension. L'idéal, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cone beam au Congo, je ne sais pas, mais chez nous, il y en a beaucoup. Là, la résolution est beaucoup, beaucoup plus haut. Simplement pour vous dire, c'est probablement 27 fois plus haut en résolution qu'un scanner de routine. Et le prix, il est beaucoup inférieur parce que ces appareils sont beaucoup moins chers et l'irradiation est beaucoup inférieure et les artefacts métalliques sont beaucoup inférieurs. Donc, pour tout ce qui est dentaire, c'est l'idéal. Donc, toujours pour moi, si en Europe, je vois ça, on commence toujours avec le cone beam. S'il n'y a pas de cone beam, c'est clair, là, il faut aller au scanner. Mais je pense que vraiment, il y a une place. Si c'est un simple kyste, euh, euh, coronaire ou apical, on peut se débarrasser probablement avec un panoramique. Hein. Donc, probablement, ça aide. Mais une fois que ça commence à être compliqué, qu'on n'a pas tous les détails, c'est le scanner. Oui. Oui. Deux autres questions. La première, quelqu'un demande s'il y a de la place de la radiologie interventionnelle pour les pathologies des dents. Et une autre question, chez une personne avec les dents de lait et les dents définitives, comment est-ce qu'on va numéroter? Ouais. Donc, première, est-ce qu'il y a place pour radiologie interventionnelle? Je ne Ouais. connais pas. La seule intervention que je connais, ce sont des malformations vasculaires dans le mâchoire qui saignent et que là, peut-être, une embolisation pourrait aider. C'est la seule chose que j'ai vue une seule fois. Pour le reste, je ne vois pas que les radiologues sont dans le jeu, dans tout ce qui est interventionnel au niveau des dents. Non, j'ai pas vu. Puis pour deuxième, donc la numérisation pour les dents définitives et les dents de lait, on a déjà entendu. Hein. Donc normalement, on calcule de droit au 1, donc on tourne comme l'heure. Donc un, 2, 3, 4.
Hein, un supérieur droite, supérieur gauche, inférieur gauche, inférieur droite, 1, 2, 3, 4. Une fois que ce sont des dents de lait, c'est différent. Là, on va commencer 5 supérieurs, supérieur gauche 6, inférieur gauche 7 et inférieur droite c'est 8. Donc au lieu de 1, 2, 3, 4, c'est 5, 6, 7, 8. Ça, c'est pour commencer, pour nommer le quadrant. Puis les dents, c'est 1 à 8, on a déjà entendu. C'est le 1 à 8 pour des dents permanents, mais les dents de lait, il n'y a que 5. Donc là, ça c'est très simple. C'est donc l'incisive. Donc on commence, par exemple, supérieur droite, c'est le 51, le 52, le 53, le 54 et le 55. Et ça s'arrête là-bas parce qu'il y a plus, il y en a plus. Et puis 61, 62 et comme ça. Et puis on va 7, 8. Voilà, c'est comme ça qu'on va numéroter les dents. Le plus difficile pour moi, ce sont les dentitions mixtes. Hein. Et je sais que une fois, sinon seulement 20 dents de lait, c'est facile. Si vous avez 32 dents permanentes, c'est facile. Mais c'est entre les deux situations, là, vous avez plusieurs dents et souvent, c'est pas évident pour ceux qui n'ont pas d'expérience de distinguer ce qui est permanent et ce qui n'est pas permanent. C'est pour ça qu'il faut connaître la séquence de éruption. Hein. Donc, le 6 qui est le premier qui sort, puis les incisives, et comme ça. Donc, ça aide. Et puis, toujours regarder la divergence des racines. S'ils vont être plus petits et avec divergence des racines, ce sont toujours des dents de lait. Ça marche pour les prémolaires et les molaires, mais ça marche pas pour les incisives et pour les canines qui ont un seul racine. Mais là, ces dents-là sont beaucoup plus faciles à reconnaître. Ah, OK. Il y a une autre question. Les ankyloses sont bien vus au scanner? Donc, si je peux compléter juste un peu? Oui, oui. Allez-y, professeur Timatiemi. Oui, mais là, ce que le professeur Kasseman vient de dire est vrai. Sauf qu'il faut savoir quand même, il y a beaucoup de subtilités pour les dents. Hein. Quand vous avez un mélange dans la bouche, donc c'est une dentition mixte entre les dents définitives et les dents lactéales, hein, ce qu'il faut savoir que les enfants n'ont pas de prémolaires. Il n'y a pas de prémolaires de lait. Hein. Il n'y a pas de prémolaires de lait. Hein. Il y a des molaires de lait, mais il n'y a pas de prémolaires de lait. Donc, incisive de lait, incisive centrale, incisive latérale, canine, molaire de lait, hein, les deux molaires de lait. Donc, il n'y a pas de prémolaire chez les enfants. Pas de prémolaire de lait. OK. Merci beaucoup du complément d'information. Il y avait une autre question par rapport aux ankyloses. Quelqu'un demande si les ankyloses sont bien vues au scanner, donc dans ta scanner ou sur un code BIN-City. Quid irradiation code BD par rapport au scanner? C'est clair que c'est beaucoup plus facile à le voir sur le cône BIM. De nouveau, parce que il faut savoir que la résolution spatiale routine des scanners de routine sont 0,6 mm dans les trois directions X, Y, Z. Pour la résolution spatiale pour le cône BIM, c'est 1,25. Ça veut dire 4 fois 4, 4, 4, c'est 64. Donc, dans un voxel de scanner, il y a 64 voxels dans le cône BIM. C'est clair que là, pour voir le ligament, l'espace du ligament péridontal, c'est beaucoup plus efficace de le voir en cône BIM qu'en scanner. Est-ce qu'on peut le voir en scanner? À peine. Mais on peut de temps en temps voir. Dire aux cliniciens que c'est fixé, que c'est ankylosé, c'est dangereux de le faire en scanner. Je pense que c'est très risqué de dire ça. En cône BIM, on commence à faire, oui, parce que là, on est beaucoup plus certain de ce qu'on voit. Oui. Irradiation, là aussi, c'est clair que l'irradiation en cône BIM est beaucoup inférieure à celle du scanner. Et en plus, on a une meilleure qualité, on a moins d'artefacts métalliques. C'est pour ça qu'il y a un succès énorme pour le Dentascan dans tous les cabinets et les hôpitaux dentaires en Europe et en Amérique. Il y en a beaucoup. Ils sont partout. Oui, il y a
On a une question qui nous vient de Bujumbura, au Burundi, Dr Habimana, qui reconnaît recevoir beaucoup de cas d'amélo. Et il pose la question au professeur Timatiemi s'il fait des résections à minima et s'il pense qu'il faut toujours... Bon, j'ai dit la question, mais pour les amélos, cher professeur Timatiemi, faites-vous des résections à minima ou pensez-vous qu'il faut toujours radical? Bon, dans un premier temps, il faut savoir si le bord basilaire il est atteint. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, l'améloblastome, la localisation majoritaire, c'est au niveau de la mandibule. Si le bord basilaire n'est pas atteint, je pense qu'il faut se contenter ne pas être radical, ne pas réséquer l'os. Il faut cureter et surveiller. Quand vraiment c'est la basilaire, donc le bord basilaire de la mandibule est atteinte, en ce moment-là, malheureusement, il faut être large. Mais la tendance actuelle, vraiment, c'est être conservateur. Je vais compléter le professeur Timatiemi. Oui. Allez-y, docteur. Oui, je voulais compléter pour dire que la résection à minima marche souvent pour les améloblastomes uniloculaires. Le pronostic est meilleur et les récidives sont moins fréquentes. Pour les améloblastomes multiloculaires, il est souvent conseillé de faire des résections radicales. Les récidives sont très fréquentes. Ça, il faut nuancer les deux. Quand c'est uniloculaire, on peut faire des résections à minima, mais les récidives sont pas moins fréquentes et le pronostic est meilleur. C'était ça mon intervention. Merci beaucoup. J'avais une question au professeur Kasselman. Quand vous avez fait, par rapport à votre présentation, la plupart des lésions que nous voyons ici, l'examen a été fait au Cone Bean City, qui montre plus de détails. Par contre, dans la pratique de routine, on n'a que le scanner normal qui ne présente pas le même degré de résolution. Alors, pour ces genres de lésions, par exemple, des lésions kystiques dedans versus des lésions calcifiées, tout ça, jusqu'à quel niveau pensez-vous que le radiologue peut pousser en termes de diagnostic différentiel? Moi, je pense en diagnostic différentiel, j'ai montré de plus d'informations on a, de plus facile que ça devient, hein. Et c'est là que le cone beam et aussi le scanner, parce que le scanner, il est en 3D. J'ai montré aussi, par exemple, on peut voir en scanner, même quand on a un scanner injecté, on peut voir s'il y a des composants solides qui changent les choses. C'est important de reconnaître ça, si c'est simplement kystique ou s'il y a d'autres éléments dedans. Ça, pour moi, c'est très important. Et quand on a l'accès, moi je préfère l'IRM. Si on n'a pas accès à l'IRM, je préfère le scanner avec iode, hein, pour ça, pour voir s'il y a des composants. En cone beam, le cone beam, une fois qu'on a les composants solides, le cone beam ne peut plus les détecter. Donc là, pour moi, c'est moins intéressant d'utiliser le combine. C'est ça que j'ai montré sur le dernier diapo. Par exemple, une fois qu'on sait que c'est kystique, typiquement kystique, autour de l'apex, autour de la couronne, là, je préfère le cone beam. Et pour tous les restes, les variantes, je préfère le cone beam. Mais une fois qu'on commence à penser à des lésions qui peuvent être mixtes, qui peuvent avoir des composants solides et qui peuvent être différents, là, je commence à préférer le scanner ou l'IRM. Merci beaucoup. J'ai une question aux cliniciens. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait des Cone Bean City au Congo. Je ne sais pas si je me trompe. Et ma question, c'est au prof Timatiemi et au docteur Masumbuko. Quand vous êtes au pays, que ce soit à Bukavu ou à Kin, comment gérez-vous les cas de tumeurs de dents? Est-ce que vous faites le panoramique, vous vous contentez de ça, ou vous demandez des scanners? Et si vous demandez des scanners, combien ou comment êtes-vous satisfait de nos comptes rendus? Qu'est-ce que vous allez nous recommander par rapport à ça? Docteur Masumbuko prend la parole ou c'est moi? Bon, je peux commencer aussi. Allez-y. Oh, ouais, comme le professeur Kasselman l'a dit, pour les pathologies tumorales, les tumeurs solides, on recourt directement au scanner. Je pense que l'examen le plus performant. Mais pour les autres pathologies, les kystes apicales, on commence par les investigations les plus simples et souvent les radiographies apicales au niveau des dents. Et également,
on n'a pas de combines CT ici à l'Est, on fait aussi des radios panoramiques. Donc, pour des pathologies simples, on fait des radios panoramiques, mais pour les pathologies tumorales, on fait directement les scanners. C'est comme ça qu'on procède ici à l'Est. Est-ce que vous avez des feedbacks en termes de corrélation entre nos diagnostics de scanners que nous, radiologues, nous vous donnons et le diagnostic pathologique, c'est-à-dire d'anapath que vous recevez? Nous avons les feedbacks et on a déjà effectué un travail d'effet d'études sur ces sujets là-bas. Corrélation entre les radiographies, donc les résultats d'imagerie et les résultats anapathes des tumeurs au niveau de la face. Et on peut dire que les diagnostics préopératoires correspondent souvent aux résultats anatomo-pathologiques qu'on a en post-opératoire. Donc, on peut féliciter l'équipe des radiologues localement qui fait un bon travail. Ok, bravo, docteur Maïche, qui est le chef de département là-bas. Je ne sais pas, le professeur Tibanté, mais si il va aborder dans le même ordre d'idées, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de diversité à Kinshasa en termes de nombre de radiologues et de centres, alors qu'à Bukavu, c'est presque 1 ou 2 centres seulement, je crois. Donc, oui, je pense. Ouais. Oui, déjà, aux dernières nouvelles, moi, je viens de Kinshasa il y a une semaine. Hein. Je n'ai pas vu, parce que je suis en contact avec quand même quelques dentistes et quelques praticiens, je n'ai pas vu de combine. Mais il y a un professeur Sokolo m'a rapporté qu'il a visité un cabinet en ville où ils auraient un combine. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Même au niveau panoramique dentaire, je ne sais pas si au niveau de toute la ville de Kinshasa, il y en a 10. Je ne sais pas. Parce que même aux cliniques universitaires, nous n'avons pas de panoramique dentaire. Des panoramiques dentaires, on les retrouve en ville, mais honnêtement, je ne sais pas s'il y en a 10 ou 20. Je ne sais pas, honnêtement. Alors pour le reste, effectivement, comme on disait, les patients porteurs des grosses lésions mandibulaires, des grosses lésions tumorales, ils viennent à un stade très avancé. Eh bien, comme le scanner, heureusement, fonctionne, eh bien, nous recourons au scanner pour des grosses lésions. Et pour des petites lésions et effectivement des régions périapicales, on peut faire des rétroalvéolaires. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il est dans 2 minutes, il sera 22 heures en Belgique, là où se trouve professeur Kasselman, 23 heures à Bukavu. Je pense qu'on pourra s'arrêter ici si le prof Kasselman le permet. Comme ça, oui. Dans 2 semaines, on commence frais avec l'articulation temporomandibulaire. Comme ça, sinon, on va donner beaucoup trop d'informations à digérer au même moment, surtout pour les gens qui ne manipulent pas ça au quotidien. Ça risque d'être trop pour assimiler. Très bien. Un dernier commentaire, professeur Kasselman? Oui, non, c'était très intéressant aussi d'entendre la corrélation clinique et de voir aussi la situation en Congo qui est complètement différente. C'est clair que ce qu'on a à Halifax ou ici en Belgique. La seule chose que je veux quand même dire, c'est qu'il faut quand même regarder le cone beam, hein, parce que quand il y a des problèmes d'avoir des appareils performants, les scanners sont, disons, à peu près 5 à 10 fois plus cher qu'un cone beam. Donc, ça veut dire que le cone beam, il n'est pas cher. Il n'est pas bon pour le reste du corps. On ne peut pas voir le cerveau, on ne peut pas voir les intestins. Mais comme appareil de niche, dans tout ce qui est mâchoire et les petites articulations, il est meilleur que le scanner de routine. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même penser d'avoir et il est moins exigeant. Moins d'électricité, moins de circonstances qui doivent être OK. C'est simplement, même si à la maison, il ne faut pas le faire, pas à la maison, il faut simplement mettre la prise de 220 volts et ça marche. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas exigeant et qui peut aider beaucoup de patients. Ah, très bien, ça tombe à pic. Et comme cette année, on a l'Assemblée annuelle de la Société africaine de radiologie qui sera au Congo, je vois le président de Socorad ici. Peut-être on pourra garder un chapitre ou bien une session où on peut parler de ça. Comme c'est moins cher et performant, c'est toujours une opportunité pour la population et pour les gens qui n'ont pas assez de moyens, y compris les hôpitaux. Donc, on ne va pas vous retenir trop longtemps. On va dire un grand merci à vous, le professeur Kasselman,
pour votre temps. Comme je l'ai dit au début, vous êtes extrêmement busy. Ces rendez-vous-là pris il y a plus de 8 mois. Donc, on vous retrouve dans 2 semaines pour parler de l'articulation temporomandibulaire et les sinus. On verra quand est-ce qu'on peut insérer ça. Un grand merci aussi à nos panélistes, le professeur Timantemi et le docteur Masumbuko. Je vous ai pris presque à pied levé parce qu'il fallait quand même constituer l'équipe, mais vous avez été là et la discussion a été à la hauteur. Un grand merci également à l'audience, vous qui êtes là chaque jour. C'est grâce ou à cause de vous qu'on est obligé de continuer de faire cette aventure parce qu'on ne peut pas vous laisser à mi-chemin. On tient à vous tenir en haleine. Donc, on se retrouve dans 2 semaines avec le professeur Kasselman. Si possible, on va garder le même panéliste. Comme ça, on va parler de l'anatomie, des variantes de la normale et des pathologies de l'articulation temporomandibulaire qu'on voit très souvent en radiologie et qui par moments peut être très difficile à interpréter quand on a affaire aux pathologies traumatiques versus rhumatoïdes. Donc, on va revoir tout cela dans 2 semaines. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.